Bienvenue à tous. On arrive, on attend Token Brice. Il était en live juste avant, du coup, il faisait une petite pause, histoire de se reposer 5-10 minutes. Je vais vous partager mon écran 2 secondes. Je te laisse présenter ou tu veux que je m'en occupe? Oh, vas-y, je suis dessus. Vas-y. C'est bon? On voulait juste vous montrer, on fait un petit concours avec le crypto-artiste Arke et avec Satoshi Wallet, une société belge qui font des wallets sous forme de carte, type carte, comme une carte bancaire, quoi. Et donc, on fait un petit concours. Vous pouvez gagner à la fois cette carte, justement, au design de Arke et également un NFT. Je sais pas si tu voulais en dire un peu plus, Clément. Ouais, alors il y en a eu 30 qui ont été 30 NFT qui ont été créés, donc 30 wallets également. Et donc ils ont tous été vendus sauf 5 NFT qui sont gagnables via plusieurs concours, via plusieurs médias ou participants crypto en France. Et nous, on en a un. Donc, si vous êtes intéressé, on le fait gagner jusqu'à dimanche 19h. Vous pouvez participer. Hop, je vous drop le lien dans le chat. Il suffit juste de like, RT, follow, le classique. C'est quoi le Satoshi Wallet? Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur ce que c'est? Au dehors d'un Ouais. très beau visuel qu'on voit à l'écran. Là, en fait, c'est un portefeuille du coup pour stocker vos crypto-monnaies. Donc ça supporte Bitcoin et tous ses forks, c'est-à-dire Bitcoin Cash, Litecoin, ainsi que Ethereum et tous les tokens ERC20. Donc vous pouvez sécuriser vos crypto-monnaies avec ce portefeuille. Donc, tout est expliqué sur le site. C'est une boîte belge qui fait ça et ils sont très sympas d'organiser ce petit concours. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Avoir deux amis, c'est dur. Oh, tu tags. Je lui ai dit, il peut nous taguer si jamais il lui manque un ami. C'est ça, tu peux taguer l'équipe de Cryptost. Je peux taguer Valentin. Valentin, est-ce qu'on peut dire où t'es? Là, t'as l'air d'être dans une belle villa. T'es où, Valentin? Je ne sais pas si on peut dire où je suis parce qu'on va venir piquer. Non, je n'ai pas la ledger sur moi. En l'occurrence, je pas encore. Même si je vais jouer très probablement avec un compte double. On va essayer de subtilement remporter ce magnifique Satoshi. Et là, je suis en vacances, mais je suis avec vous quand même. Et je suis en vacances à Ajaccio, une très belle ville. Et j'espère que je commence un peu à bronzer. Vous me direz ça. T'es rouge, en tout cas. J'espère que c'est le soleil. Ah, Ouais, en théorie, ouais. on a un message de Token Breeze qui attend le lien Zoom sur Telegram. Ah. Breeze galère à rejoindre. Et bah, il va, voilà. Token Breeze qui arrive dans quelques Vous l'avez minutes. ou j'ai besoin de le drop en ça? Tu lui donnes, Valentin, ou... Ouais, ah d'accord, ok. Enfin, je suis en vacances, c'est à Comment moi de faut tout faire. faire? Alors, Miché Nono, il faut que tu ailles sur le lien que je viens de drop. Et Ouais, Valentin a cash out, c'est ça. Valentin, il a cash out et là, il a Ajaccio. c'est ça, Mais il est en train d'acheter son appart à Dubaï. l'argent du Ponzi. Si on pouvait pas tout divulguer ce soir. L'argent des airdrops Uniswap. des 8 wallets de l'époque qui valent aujourd'hui respectivement 12 000 chacune. Hop. Voilà, du coup, de quoi on va parler avec Token Breeze ce soir? On nous demandait. Eh bien, sans surprise, on va parler de finances décentralisées. Je regarde juste un truc. Ok, ouais, on va parler de finances décentralisées. On a pas mal de questions à poser à Brice. Voilà, il va aussi un peu nous rappeler son parcours, qui il est. On introduira Brice. Bon, quand il sera arrivé, on va pas l'introduire sans lui. Comme ça, si on dit des bêtises, il pourra nous corriger. Alors déjà, j'ai vu sur Twitter qu'il n'était pas fan de la BSC. Bon, il nous expliquera ça tout à l'heure. J'ai osé mettre dans le tweet, on parlera de la BSC. Il m'a dit non, moi je ne parle pas de la BSC si ce n'est pour dire que ce n'est pas bien. Ce sera un des sujets qu'on abordera ce soir. Quid de la Binance Smart Chain. On va rester Quelques protocoles sur phares aussi. Ethereum. Exactement, on va Le voir un peu les maître de protocoles la DeFi. intéressants. Alors, on nous dit, vous avez des coins à Ouais. parler déjà ou c'est forme question-réponse? Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo qui est sortie ce week-end sur Cryptost, mais la dernière vidéo en date, qui était sous forme de podcast vidéo, hormis celle de Vincent Gann, l'immense Vincent qui était là mardi, comme tous les mardis, c'était avec Token Breeze et c'était comment analyser les protocoles de la DeFi avant de mettre 1 € dans les protocoles. On ne sait jamais trop par quoi commencer, s'il faut regarder les audits, s'il faut regarder les réseaux sociaux ou tout ce qui tourne autour des projets avant de mettre de l'argent dedans pour voir ce que ça vaut, ou de loquer de l'argent. C'est ce qu'on a fait avec Brice dans la dernière vidéo sur Cryptost, sur YouTube du coup.
Je vais partager le lien. Ouais, si je dis pas de bêtises, on republie maintenant systématiquement tous nos lives sur YouTube, hein, c'est ça. Voilà, là on l'a fait avec Swissborg avec 3 semaines de retard. On l'a fait avec Anis la Genève. Et La Genève. mais il nous a dit que ça se disait la Genève. Ah bon? Je sais jamais Ouais. comment le dire, personne. Je lui ai demandé quand on l'a vu. C'est un F, mais ça se dit V. Enfin, Ok. il me semble. Hein. Et ta vidéo avec Token Brice, 3600 vues, je vais la partager dans le chat. Hop, elle est là. Il devrait arriver d'ici peu, Comment- j'imagine, dans 5 petites minutes. Comment analyser un protocole de la finance décentralisée avec Token Brice? Top les replays live sur YouTube. Ouais, c'est vrai que c'est mieux hein, parce que surtout en fait sur Twitch, ça disparaît au bout de 15 jours, il me semble. C'est Ouais. ça. Du coup, je suis même pas sûr qu'on a encore le replay de la BSC parce qu'on l'avait pas enregistré. Ah oui, ça fait plus de 15 jours, ouais. Ça doit être down, ouais. Mais celui-là, normalement, on aura la rediff d'ici quelques Ouais, jours. Robin, il dit si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement. Là, ce soir, ça va être on vous cache pas, ça va être un live quand même un peu technique. Bon, ça va pas être trop axé débutant, je pense. Hein. On va On essayer. va parler vraiment. Je pense C'est ça, essayer de On va refaire essayer un- d'expliquer ça de façon Ouais. simple, mais là, on va vraiment rentrer dans le dur de la DeFi, je pense. Ah, Valentin nous a quittés. Non, non. Valentin nous est revenu. Salut à tous. Je suis désormais dans une nouvelle ville, je suis à Dubaï. Il n'y a pas le fond vert ce soir, trop bien. Et non. Je n'ai pas pris dans l'avion, c'était un peu compliqué. Ah, on nous dit allez-y à fond sur le dur de la DeFi. Alors, on va essayer avec Token Brice. On va avoir de quoi dire, j'imagine. Bah ouais, Token Brice, il est vraiment sur le sujet depuis très très longtemps. L'univers Terra Luna, un avis. Alors Terra Luna, on est en train de travailler dessus pour avoir du contenu sur Cryptost. On devrait avoir une fiche prochainement qui va arriver. Mais personnellement, j'ai pas encore regardé le sujet. Mais il est rentré dans le top 20, ce qui est impressionnant, alors que ça a quelques mois. Enfin, on connaît depuis quelques mois, du moins. Je sais pas si vous C'est en la avez blockchain entendu qui parler. héberge, c'est la blockchain qui héberge tous les tokens M-Tesla, tout ça là. Il me semble Pas qu'il y de a une histoire comme ça, ouais. Tous les du protocole Mirror. Du coup, si c'est ça, ouais, j'ai mis les pieds il y a un petit mois et demi. Et du coup, ouais, c'est très intéressant dans la mesure où les frais sont très faibles. Et il y a pas mal de protocoles, dont Mirror, du coup, si c'est bien ce que j'ai en tête, qui sont intéressants. Par rapport à Ethereum, où, du coup, c'est pas intéressant pour l'instant avec les frais. Toujours le même problème. Marche bien, Là, merci, tout à l'heure, transaction. vous connaissez Synthetix? Vous avez Bien déjà sûr. utilisé? Ouais. Ah ouais? On peut avoir des actions là-dessus aussi, non? Tokenisées? Alors, pas tokenisé, du coup, c'est des synthétiques. Donc, effectivement, ouais, tu peux avoir des actions dans la mesure où, en fait, là, c'est contre des liquidity providers. Je commence à parler technique déjà. Alors, du coup, c'est against LP. Ça veut dire que toi, du coup, tu vas effectivement prendre une action qui est créée par quelqu'un qui va prendre l'inverse sur le protocole synthétique. Mais effectivement, ouais, c'est pas pareil que Mirror. Enfin, Mirror propose les deux. Mirror, tu peux toi-même minter l'action ou tu peux l'acheter. Et synthétique, normalement, tu ne peux que l'acheter. Je crois pas que tu peux juste la mint. Je crois que c'est les liquidity providers qui peuvent la mint, mais je ne crois pas que l'utilisateur peut le faire. Alors, mais effectivement, oui, c'est un des protocoles. Alors, Julien Crypt, malheureusement, tu ne peux pas changer la vidéo la qualité de la vidéo. On est déjà en 720p pour que ce soit accessible à beaucoup de monde, mais en 360p. Mais comment ça se fait que c'est bloqué chez nous, Clément? Parce que j'ai C'est vu d'autres lives et tu as Parce- le choix de passer de 720 à C'est 360. parce qu'on n'est pas encore partenaire. Il faut être partenaire pour pouvoir proposer en fait le panel complet de qualité. Donc désolé Julien, mais on va devoir rester en 720p. 360, ouais, c'est vraiment trop faible. Allez, Brice, allez, Brice. Ouais, on attend Brice. Merci à vous pour d'attendre d'ailleurs. Le temps Brice, que- Bon. il est là. Je t'ai notre envoyé le lien expert sur DeFi, Telegram. De quoi on peut parler? Qu'est-ce qu'il y a eu de beau en attendant? Bitcoin, 57 500 $. Mais qu'est-ce Alors- qu'il fait alors? Moi, je regarde entre deux collines, le truc il passe de 60 à 58, quoi. Mais voilà, 30 secondes. il était remonté à 60 quasi tout à l'heure et là 57,5. Alors, vous êtes sur quelle crypto, vous un peu là? Dites-nous dans le chat. Qu'est-ce Les qui vous annonces fait de la plaisir Fed, en ce moment? Les annonces de la Fed ont fait plaisir hier, si j'ai bien suivi ce qu'a dit Powell. Un avis sur Radix.
Radix, il me semble que j'en ai acheté un moment. Je sais même plus ce que ça fait. Bataillon. Vous voyez tout le sérieux de Cryptost. Ah, on a du JRT dans le chat. Hein. On a 2 JRT dans le chat, ça va vous plaire ça. On a 3 JRT. C'est pour moi JRT, j'ai vendu. Ethereum principalement par le pneumatique Ce n'est pas un conseil en investissement. Radix. Parce que ouais, c'est pas. Trop long. Je voulais pas le dire. Si ça prend plus de 5 jours, c'est mort. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce que la BSC faisait à l'époque, ça ne convenait pas à Thomas. Radix, on est quasi sur du stablecoin si on regarde le graphe. Ah, on a Token Brice. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Bonsoir, ouais. Ouais, nickel. Super. La vidéo arrive dans une seconde, je finis une banane. Bonne app. Alors, le Radix, qu'est-ce que c'est? Uniswap et Bitfinex. Comment tu vas, Brice? Qui est encore un peu mute, mais qui, ça y est, ça arrive. Super, et vous? Écoute, ça va. La banane était bonne. Super. Et les pâtes aussi. Et tu enchaînes de live ce soir. Je disais, tu es quand même l'un des rares personnages qui peut se raid, partir sur une autre chaîne et revenir sur une autre interview. C'est vrai que j'ai bien aimé le concept de me faire une sorte d'auto-raid avec arbitrage temporel, tu vois. Bienvenue sur Cryptost en tout cas. Bienvenue Brice. Bienvenue Brice. Du coup, on est en compagnie de Valentin que tu connais. Valentin qui s'occupe des podcasts chez Cryptost, du compte Instagram, qu'on pourra peut-être mettre dans le chat d'ailleurs parce qu'on a pas mal de contenu exclusif dessus. Du compte TikTok aussi, Valentin qui fait des danses et des chorés sur TikTok. L'influenceur sur TikTok, hein. N'hésitez pas. Ah, génial. Chaque afflux est bon à prendre. On a Clément sur le fond Aurore Boréale, comme toujours. Clément, rédacteur en chef de Cryptost. C'est grâce à lui notamment que vous avez des actus à la pointe à chaque fois. Clément, tu as couvert pas mal de bonnes actus dernièrement quand même là. Ah, il y a eu des très très lourds hier. Ouais. Et quelques dizaines de minutes après qu'elle sorte. C'est ça. Voilà, Clément, rédacteur en chef. Moi-même, Thomas, le fondateur de Cryptost. Et puis, on est donc avec Token Brice. Et bienvenue. Merci. Brice. Ouais, ça fait plaisir de vous rencontrer. Moi, du coup, j'ai pas mal échangé avec Valentin. On a eu l'occasion de collaborer sur quelques podcasts et des articles aussi, il me semble, si je me souviens bien. Totalement, ouais. Mais je n'avais pas trop vu le reste de l'équipe. Tu dois connaître Robin peut-être aussi un peu? Ouais, Robin, oui, c'est ça. Ok. Du coup, je vais te présenter rapidement. J'ai regardé un petit peu ton parcours. Je te présente rapidement et puis tu nous diras si c'est bon, si c'est pas bon. Et puis je te propose qu'après, tu te présentes quand même un peu plus dans le détail. Avec plaisir. Mais tu as bossé chez Monolith en tant que community manager. Monolith qui est une CB décentralisée. Est-ce que c'est pas Monolith? Pourquoi est-ce qu'il rigole? C'est pour ça? Un petit peu, ouais. Mais c'était compliqué pour moi aussi. Parce que si vous voulez toute l'histoire, en fait, j'ai rejoint, ça s'appelait Token Card. J'étais très content parce que c'est simple à prononcer pour un français. Puis au bout du jour, ils m'ont dit on va rebrand à Monolith. Et j'étais non, s'il vous plaît. Moi, je dis ce mot 40. Ah, ton micro se coupe. C'est normal, c'est juste qu'on a un décalage de son. Donc c'est bien Monolith. Monolith, ok, pardon. Tu as lancé DeFi France ou Défi France, du coup, je sais pas comment tu le prononces, en octobre 2019. Alors, c'est une œuvre collective, mais oui. Ouais, avec d'autres personnes. Et du coup, tu as fait des meet-up à Paris. C'est là où Robin m'avait dit, en tout cas, qu'il avait participé. Donc, ça devait être déjà en 2019. Et un groupe Telegram. Et tu bosses également sur Paraswap. Tu as un blog, tokenbrice.xyz. Tu viens de lancer ta chaîne Twitch et tu fais pas mal de contenu sur Twitch. Tu fais à la fois. Merde, on a eu un. Attends. Tu fais à la fois on a eu un concept. Ah, on a eu quoi? Je me suis fait ban de votre chaîne Twitch. J'ai voulu mettre le lien du blog. Attends, il va popper toutes les 5 minutes normalement. Attends, je vais te. Ah, c'est génial que vous êtes plus au taquet que moi sur Twitch. Hein. Moi, je fais tout à la main. Moi, je comprends rien à Twitch. Je laisse Clément faire. Clément, je vais te coincer dans un coin un jour, je pense, pour que tu me dises un peu les arcanes de Twitch. Du coup, je disais, tu as lancé une chaîne Twitch sur laquelle tu fais des lives DeFi. Tu fais aussi un concept qui s'appelle les caches investigation DeFi communautaire, j'ai vu.
Ça a sauté en fait pour l'instant. Ah, On est ça a parti sur sauté. d'autres formats. Et j'ai vu que tu venais de lancer, là, ça devait être cette semaine, de la science-fiction sur la DeFi, DeCiFi, je sais pas comment tu le dis non plus, il y a commencé à Si, avoir ça beaucoup y de paraît. lettres. Et tu fais ça avec Manu Red Pills. Entre autres, Voilà. ouais. Ok. Ça a été le premier compteur. Et puis voilà. Et puis, ah oui, et puis actuellement, je crois que tu as entamé également, j'avais cru comprendre, une transition plutôt francophone. C'est-à-dire qu'avant, j'ai lu sur ton blog qu'avant, tu écrivais surtout des articles en anglais et qu'ensuite tu les traduisais quand tu avais le temps en français et que maintenant, tu as envie de faire l'inverse. Tu as envie vraiment de produire du contenu en français et qu'à la limite, la communauté, si elle a envie, passe ça en anglais. Donc, tu as envie vraiment de te concentrer sur la DeFi francophone. Ouais, c'est vraiment génial au final parce que quand j'ai annoncé ça, il y a pas mal de gens qui se sont manifestés et en fait maintenant il y a une sorte de petite équipe, je sais pas trop comment les appeler encore, les éditeurs, traducteurs de Token Breeze. Et donc là il y a le premier article qui est passé entre leurs mains, ils m'ont déjà beaucoup aidé pour améliorer le français et ils vont potentiellement prendre en charge la traduction. Donc si les contenus sont encore dispo en anglais, ce sera entièrement grâce à leur travail. Ils sont 4 ou 5. Voilà. Charles et quelques d'autres. Désolé, j'ai pas tous les noms en tête encore là. Mais ouais, merci à eux. Bon, bah, super. Ça va, on a oublié des choses. Peut-être dis-nous, je sais pas comment tu as découvert les cryptos déjà, comment tout a commencé pour toi. Ouais, moi du coup ça a commencé en 2017. Et un peu comme tout le monde, j'ai d'abord commencé un peu par la petite porte, quoi. C'est-à-dire, je sais plus, j'ai dû acheter des trucs sur Coinbase, sur peut-être Binance. Mais assez vite, en fait, ce qui m'a vraiment happé, c'est plutôt Ethereum. Je suis pas un maxi pour autant, mais c'était plutôt vraiment, comme je le disais hier, je crois, dans un live, ce côté un outil pour redéfinir le contrat social, si je le mettrais vraiment comme ça. C'est ça, dans les profondeurs, qui m'intéresse. C'est sur le long terme, à 15, 20, 30 ans, bien sûr, hein, mais c'est vraiment... ouais, je trouve que c'est en gros une innovation technologique, mais qui va bien au-delà et qui permet en fait de repenser comment on construit nos systèmes au sens le plus large du système. Donc, système financier, système légaux, système politique, système monétaire et ainsi de suite. Alors, tu as dit, je suis pas maximaliste. Valentin, tu as quand même introduit avant que tu arrives en disant, Brice ne veut pas parler de la BSC. Sujet sensible. Alors, je suis pas un maximaliste, mais ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien sortir le lance-flamme et aller purger de l'hérétique. Et je dis ça rigolo, bien sûr. Mais donc voilà, il y a un côté, moi je suis assez sensible aux thématiques de décentralisation, du fait que ça soit réellement inarrêtable et des choses comme ça. Et bien sûr, à tous ces niveaux-là, la BSC échoue grandement. Ça reste un système centralisé, hein, finalement. Bien sûr. C'est vrai qu'on le considère comme de la DeFi, mais on devrait plus dire CDFI C'est pas de la DeFi du tout. comme on aime le dire. C'est DeFi, science-fiction DeFi. Ok, et bah super. Et du coup, tu as découvert les cryptos alors en 2017, comme pas mal de monde d'ici. Clément, je crois que c'est le cas. Les gens sur le live, bon, beaucoup de gens sont arrivés en 2017. Je vois Team 2017. Ok, et pourquoi la finance décentralisée? Parce que moi aussi, j'en ai entendu parler dès que tu as ouvert ton channel Telegram ou quand Robin venait à tes meet-up et tout. Enfin, c'était un peu les débuts quand même en France de la finance décentralisée. Comme toi, j'en ai donc entendu parler très tôt, mais par contre, moi, je m'y suis beaucoup moins intéressé. Pourquoi tu t'y es intéressé? Comment? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer là-dedans? Ouais, alors bien sûr, il y a le haut niveau que je viens de vous décrire, toute cette idée que bon, on va pas refaire tout le chapitre sur le système financier et bancaire, mais il y a toutes les horreurs qu'on connaît bien là-dedans. Donc forcément, quand j'ai vu la DeFi commencer à émerger, j'ai très bien compris qu'est-ce qui était en jeu à ce niveau-là. Et après, pour être honnête et exhaustif, il y avait aussi à mon niveau, disons personnel, j'avais une approche qui pourrait s'apparenter à les Français connaissent pas trop, mais le FIRE, Ah oui, moi, je Financial connais. Ouais. Independence, Retire Early. Donc, en fait, en très, très schématique, c'est des gens qui font des plans de tarés pour savoir combien ils vont économiser chaque mois pour arriver un jour au moment doré où, à 49 ans au lieu de 60, ils prennent leur retraite. Et donc, moi, j'avais un peu cette approche-là, de manière très stupide et calquée, disons, de mes, grosso modo, 20 à 27 ans. Et j'étais arrivé à 0,05% du montant requis, bien sûr. Et j'ai aussi, donc à mon échelle personnelle, j'ai aussi trouvé ça dans la DeFi où je me suis dit, OK, la méthode était peut-être pas si mauvaise que ça, le côté budget, planifié, tout ça. C'était peut-être un problème dans l'outil, en fait. Et c'est vrai qu'au niveau, dans une perspective FIRE, la DeFi a de très nombreux attraits qui vont du fait que
vous n'avez pas à vous faire confiance à un compte en banque pour ce précieux pactole que vous accumulez, mais aussi potentiellement les rendements, mais aussi tout un tas d'autres choses qui font que ça peut aider comment dire, à développer cette approche avec succès, quoi. Ouais, le mouvement Fire, ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu dis, tu as complètement arrêté? Parce que tu dis, j'étais vachement là-dedans au début de la vingtaine. Tu as arrêté ce mouvement? Il l'a déjà atteint. Ah, tu l'as atteint, ça y est. C'est T'es ça. passé de 0,05% à 100. Quelqu'un nous demande qu'est-ce Oui, que alors c'est. c'est vrai que oui, d'une certaine manière, mais oui, bon, ça va quoi. C'est vrai que après voilà, la DeFi a bien aidé. On est arrivé à un moment assez tôt, Euh, mais ouais, non. Mais après maintenant, je suis plus dans une perspective où je m'en suis détaché, si tu veux, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même assez. Je sais pas comment dire. Il y a un côté sacrifice dans le Fire, si tu veux, et culpabilisation des gens. Dans le sens, les gars, ils vont poster sur le subreddit les bilans de toutes leurs dépenses, leurs économies et tout ça, et t'as le mec qui va leur répondre, quoi, mais t'épargnes que $300 par mois, alors t'en gagnes 2004. Et, tu vois, des trucs un peu comme s'il faudrait se serrer la ceinture à outrance pour accumuler le moindre centime sur ton compte. Et je sais pas, c'est assez, ça peut être assez délétère, je pense. Bon, moi, comme j'étais jeune, j'étais pas trop non plus dans le serrage de ceinture extrême, vous vous doutez bien. Mais voilà, j'ai vu un peu les limites, disons, du truc. Maintenant, je le référence plus comme ça. Je suis d'ailleurs assez surpris de voir que les communautés Fire ne se sont toujours pas éveillées à la crypto. Elles rejettent même encore assez violemment ça. Parce que, par exemple, pour vous donner une petite histoire marrante, je me suis fait bannir du subreddit R Vos Finances, qui est une sorte de... C'est pas exactement du Fire, mais ça parle un peu de ça. Parce que j'ai tout simplement essayé de leur parler de finances décentralisées et les gars, ils ont cru que je venais promouvoir un truc, quoi. Et le truc que je venais promouvoir, entre guillemets, c'était DeFi France, en fait. Tu vois, c'était pas venez acheter mon super programme à la coup, je sais pas quoi, quoi. Ben non, je me suis pris un gros ban en pleine tronche avec des modérateurs en DM qui après étaient là, non, mais tu sentais ils étaient à cran, quoi. Bon, je vais pas persévérer plus que ça, mais ça vous donne une idée que c'est pas, voilà, on n'a pas encore vraiment pénétré ces milieux, disons, avec la DeFi. Alors qu'en soi, c'est quand même déjà des gars qui réfléchissent sur l'argent, budgété, ainsi de suite, qui a priori pourraient être. J'avais cette notion, moi, quand je réfléchissais un peu aux cibles, cette notion de cercle étendu. C'est-à-dire, il y a la DeFi, mais après, il y a toutes les communautés un peu relatives à l'argent, à l'investissement et tout ça, qu'on pourrait s'attendre à un jour ou l'autre s'intéresser à la DeFi. Ben, pour l'instant, c'est pas encore trop le cas, disons. Justement, ce panorama des gens qui sont dans la DeFi, qui est dans la DeFi? Est-ce que c'est des Ethereum particulièrement? Est-ce qu'on a un profil? Est-ce que tu arrives à voir à travers le Telegram un peu que ce soit le profil d'âge ou le profil d'apport financier? Est-ce qu'il y a une somme minimum, entre guillemets, cette fameuse question également de à partir de combien on peut mettre, tout ce genre de choses? Est-ce que tu as un peu un panorama que tu pourrais nous dresser ce soir? Oui, bien sûr. Alors à ce niveau-là, je vais un peu de toute promo, mais je vous renvoie vraiment au live d'hier sur mon Twitch. On a parlé d'accessibilité de la DeFi et on touche pas mal de ces questions-là aussi. Pour moi, il n'y a pas de somme minimale en fait, mais il faut être conscient qu'un petit porteur, disons, doit s'inscrire dans une logique longue. C'est sa seule manière mais longue à l'échelle de la DeFi, hein, 1 an, 6 mois, ou des choses comme ça. Juste, ne doit pas être dans l'idée qu'il va se faire des retours de cochon sur un jour, quoi. Parce qu'en effet, avec les frais en gaz et tout ça, ça peut être un peu compliqué. Alors, qui est dans la DeFi à l'heure d'aujourd'hui? C'est vrai que ça a commencé quand même, pour être honnête avec vous, par exemple, je pense à l'audience des premiers meet-up DeFi France, les tout premiers, c'était quand même plutôt voilà, une clientèle, disons, assez technique et pas très, très diverse. Mais il y avait quand même déjà aussi des petits curieux, plutôt, disons, de milieux bancaires ou financiers classiques qui sentaient déjà qu'il y avait quelque chose et qui venait un peu par exploration, quoi, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression quand même que là, ça se diversifie un peu plus. On commence à avoir des gens avec des histoires et des parcours vraiment différents. Je pourrais vous en raconter quelques-uns parce que j'aime beaucoup parler avec les gens de DeFi France. Je suis assez accessible en DM et tout ça. Et donc, du coup, oui, j'essaie de garder un peu un contact pour savoir, tu vois, concrètement, qui fait de la DeFi et quelles sont leurs interrogations. Puisque moi, après, ça m'aide un peu dans ma mission, disons, qui est d'expliquer et de faire comprendre les enjeux de la DeFi au plus grand nombre. Et là, c'est vrai que actuellement, c'est vraiment un peu tout le monde qui s'y intéresse, quoi. C'est comme les NFT. J'ai eu une journaliste qui m'a appelé hier ou avant-hier, je sais plus, d'un média traditionnel, et elle me disait, mais en gros, est-ce que Madame Michu peut acheter des NFT? Et je disais, ça reste quand même un peu technique, quoi. Mais en gros, c'est vraiment ça. Les gens, ils voient les NFT à la télé, ils ont l'impression qu'ils peuvent en acheter comme ça, sur un site internet, comme acheter, je sais pas, sur Amazon, quoi. Mais c'est pas le cas.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, mais il y a des barrières techniques. Oui et non, après, on parlait hier par exemple du Wallet Argent, qui est donc une application mobile qui prend 1 minute à installer, vous déployez, vous avez votre NS, tout ça, et après dans Argent, il y a la possibilité d'acheter des cryptos depuis une carte de crédit, et directement depuis l'application, par exemple, de les placer dans un vault Yearn, où ça va produire un retour, donc ça va faire de la DeFi, quoi. Ça, l'ensemble de l'expérience prend 5 à 10 minutes, et en fait, l'enjeu, c'est pas tant de faire la chose, et de s'assurer que la personne qui le fait comprend. Et là, donc, pour être honnête avec toi, je dirais plutôt aller à quelqu'un dont tu as réussi un peu à avoir l'attention, tu veux prendre le contrôle de son argent, quel que soit l'angle. Après, le temps de vraiment le mettre sur un argent et qu'il comprenne réellement ce qui se soit passé, les enjeux et tout ça, ouais, une bonne heure et demie d'explication, quoi, quelque chose comme ça. Si la personne débarque vraiment. Ok. Le rôle d'onboarding, justement, c'est ce que fait aussi un peu plus, pas plus DeFi, mais un peu plus local, entre guillemets. Il y a StakeDAO avec Julien Bouteloup aussi. Oui, tout à fait. C'est un peu la même démarche. Là, vous avez une interface un peu tout en un qui permet du coup, pareil, on-ramp, échanger des tokens, mais aussi les déployer dans différentes stratégies qui sont gérées pour vous, qui produisent un retour. Et vous pouvez aussi suivre la performance de ces stratégies directement dans l'application. Donc là, ouais, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, on parlait de ça hier comment dire, la logique de packaging. En fait, tu vois, on peut avoir des applications qui regroupent vraiment tout un ensemble de fonctionnalités dans un ensemble structuré et cohérent. Et du coup, ça rend le tout vraiment plus accessible, quoi. D'accord. Mais justement, on s'était vu la toute première fois en podcast et tu étais assez. Donc, c'était l'été dernier. Hein, là, ça fait un bail en DeFi, hein, très clairement. Et tu étais passionné parce que ça venait tout juste de se lancer. Le token, c'était Wi-Fi, c'était Yarn Finance qui venait à peine de se lancer. Et tu me disais, je pense que ça va révolutionner le game parce que c'est des vaults et effectivement, ça automatise beaucoup de choses. Est-ce qu'avec le recul presque de 8 mois aujourd'hui, tu te dis effectivement ce que tu attendais l'été dernier avec cette automatisation, est-ce que c'était à la hauteur du coup de ce qu'on a aujourd'hui? Ben, je pense, oui, parce qu'il faut se rendre compte que ça a été vraiment un peu le début d'une nouvelle vague de la DeFi. Maintenant, la logique de Vault, on parlait de StakeDAO, c'est une logique qui existe aussi dans StakeDAO, c'est devenu presque un standard, quoi, comme l'idée de staking. Tiens, tant qu'on parle de ça, par exemple, aujourd'hui, il me semble que c'est aujourd'hui, l'interface Zaperfi qui permet d'accéder, pareil, de suivre son portefeuille, d'accéder, de zapper dans différents produits DeFi, a intégré de bout en bout les Vault Yearn, et tout un tas de trucs sur d'autres chaînes aussi, d'ailleurs, hein, je vous laisse aller voir. Mais donc ça permet quoi? Ça permet à des gens qui ont juste des Ethers, qu'ils ont acheté, je ne sais plus s'ils ont un on-ramp ou pas encore, mais voilà, ils achètent des Ethers et après, en un clic, ils sont convertis en USDC, par exemple, et déposés dans un vault, ou alors même rendus productifs directement en Ether. Donc, voilà, grâce à ces intégrations et cette composabilité, disons, les étapes et le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à faire quelque chose en DeFi se réduit de jour en jour. Après, est-ce que Madame Michu peut y arriver? En fait, je te dirais, comme j'essaie de le dire sur le Wallet Argent, c'est plus une question de s'assurer que Madame Michu a compris ce qu'elle faisait, quels étaient les enjeux, comment il sécurisait son wallet. Ça, c'est encore un peu complexe. Mais après, en soi, cliquer sur les boutons et faire les actions, maintenant, voilà, vous avez des interfaces assez bien fichues, assez claires, qui le font pour vous, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui se lancent sur la DeFi et nous qui viennent nous envoyer des messages après. Non, mais je suis bloqué, je sais plus comment sortir, je sais plus quoi faire, je trouve plus mes jetons. Voilà, on a beaucoup ça, c'est vrai. Mais oui, il y a pas mal de choses, même pour les. De quoi? Avec MetaMask surtout. Voilà, ouais. C'est vrai que quand on commence à utiliser MetaMask, ça devient un peu compliqué. Mais sinon, oui, on peut déjà goûter, par exemple, au NFT en utilisant Sorare. Tu as une interface très facile. Voilà, c'est vraiment très simple. Mais c'est si tu veux aller plus loin, où il faut quand même savoir. Pareil pour la DeFi. Bon, je sais pas si tu apprécies ce genre d'app, mais il y a Swissborg. Voilà, tu peux commencer très facilement à farmer, à mettre en yield. Ça fait partie de l'ensemble, si tu veux, dont on a besoin pour arriver à une la démocratisation plus généralisée, quoi. Mais moi, mon angle, c'est vraiment le côté plus éducation. J'aime pas trop le mot, mais expliquer, quoi. Parce que je pense que, ok, on a ces apps qui font tout ça, mais maintenant tu te retrouves, même si tu as une expérience super léchée, tu te retrouves à LP sur des tokens et à farmer un autre truc. Il faut quand même que tu aies compris un minimum ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quels sont les enjeux, quels sont les risques, et ainsi de suite. Alors, donc c'est vraiment autant une thématique de documentation, disons. Pour parler de ça, du coup, peut-être première question qu'on pourrait te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est la finance décentralisée de façon simple?
Bon courage, Brice. Non, mais c'est pas si compliqué que ça, hein. Donc, bon, après, on a tous un peu notre vision, mais elle se retrouve autour de certains points, disons, assez centraux. Donc, moi, je le décris maintenant comme en fait un système financier alternatif qui est en train d'émerger sur Ethereum. Alternatif, pourquoi? Car il est construit sur des valeurs. Mais en fait, ces valeurs, on est un peu vacciné d'entendre le mot valeur parce que c'est, regardez, moi j'ai telle valeur et en fait, le gars l'a trahi le lendemain. Là, c'est des valeurs, donc des idées, des idéaux, mais qui sont garantis directement par le code. Donc ça, c'est le premier point à comprendre qui est essentiel. Et donc, ces fameuses valeurs, c'est quoi? C'est toute l'idée de transparence. Donc, toutes les opérations sont publiques et vous mettez un wallet sur Etherscan, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a dedans et toutes les opérations qui ont été faites. Il y a toute une idée, disons, d'accessibilité, dans le sens où, pour le faire simple, je vais sur AB, on ne me demande pas qui je suis, on ne me demande pas d'avoir un domicile, on n'a pas besoin de savoir si je suis un homme, une femme, ou de quelle couleur je suis. Je pose un collatéral, j'emprunte, point. C'est mon Il n'y a wallet qui pas interagit avec de, AB. il y a pas de discrimination. Ça, c'est C'est ça, important. tout ce qu'il faut pour participer, c'est un wallet, et tout le monde peut créer un wallet, donc ils ont un ordinateur et une connexion Internet. Et après, il y a aussi toute une dimension, disons, d'ouverture, d'open source. Donc le côté, ben, encore une fois, tout ça, c'est des codes publics. Les gens sont invités à contribuer au projet. Les gouvernances de ces projets eux-mêmes sont ouvertes. Donc ça permet en fait d'ouvrir, de décentraliser le plus possible les jeux de pouvoir autour de ces services DeFi. Et peut-être une dernière dimension aussi qui est vraiment très critique, c'est tout cette, en français ça passe un peu moins bien, mais on dit inarrêtable en fait, c'est qui est un peu la conséquence de tous les autres, c'est que donc en fait vous avez des services totalement, pour certains en tout cas, vraiment décentralisés et dont le service en lui-même est assuré en fait par un contrat qui n'a pas de fonction administrative et qui existe sur la blockchain Ethereum. Et donc en soi, la seule manière d'arrêter ce service-là, c'est de réussir à faire tomber tous les mineurs qui minent la chaîne en même temps. Et ça, c'est un sacré enjeu. Je ne sais plus combien il y en a à l'heure d'aujourd'hui, mais on est déjà largement plus de 50 000. Et après, quand on va transitionner en proof of stake, ça va être encore plus conséquent. Donc, voilà, il y a ce côté incensurable, inarrêtable, qui résonne pas toujours directement bien avec l'audience française. Enfin, pas immédiatement, mais voilà, les gens qui sont dans des pays, disons, beaucoup plus chauds à différents niveaux, parce qu'ils, je sais pas, ils ont des politiques anti-gays ou anti une certaine population ou des restrictions beaucoup plus conséquentes sur leur argent, comme par exemple des pays comme la Chine. Eh bien, eux, ils comprennent très très vite ça. Qu'est-ce que ça peut leur apporter le côté incensurable, inarrêtable. Quelle réponse tu apportes Je posais cette même question à Mounir de Paraswap. Sur tes conseils d'ailleurs, pour parler de l'EIP, ça sortira ce week-end dans le podcast. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent et qui disent que Ethereum n'est pas assez décentralisé, voire même n'est pas décentralisé, justement? Alors après, oui, il y a les discussions par rapport au début ou des choses comme ça. En fait, pour moi, c'est des gens qui ont assez mal compris concrètement qu'est-ce que ça signifie, tu vois. Parce que ça se juge à un instant T, la décentralisation. Ça se juge pas forcément par rapport à tout ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Il y a des enjeux de décentralisation ou de centralisation sur Ethereum. Par exemple, il y a toute la thématique actuellement, c'est les mineurs qui valident la chain. Et ils ont failli nous faire un flex il n'y a pas si longtemps. On en reviendra peut-être, mais c'est assez technique. Mais voilà, donc il y a cet enjeu-là. Les mineurs étant eux-mêmes plus ou moins centralisés dans des pools ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et après, il y a aussi, oui, par exemple, il y a toujours une équipe qui maintient Ethereum et des décisions qui sont prises, et ainsi de suite. Donc il y a des gens qui voient un point de centralisation à ce niveau-là. Mais en fait, il faut le voir surtout, OK, comment les décisions sont prises? Si moi, je suis un ouf de Solidity et que je veux aller contribuer à tout ça, est-ce que je peux vraiment rentrer dans ce groupe-là de core dev et contribuer, ou alors c'est une sorte de secte fermée? C'est plus ça qui importe. Parce qu'en soi, oui, tu as un réseau qui est en évolution, donc tu as besoin aussi d'avoir des équipes qui travaillent dessus, et ainsi de suite. Et en tout cas, moi, au niveau du processus de développement, là-dessus, disons, en toute honnêteté intellectuelle, il n'y a aucune blockchain qui égale Ethereum en termes de l'ouverture de ce processus. Ok. Déjà, juste un tout petit truc sur la centralisation. On a très récemment Amazon Web Service qui a accepté, du coup, enfin qui maintenant, grâce auquel tu peux déployer des nœuds Ethereum. Est-ce que ça, justement, dans le futur, ça peut pas poser problème au niveau de la centralisation parce que beaucoup d'acteurs pourraient se tourner vers ce service parce que très performant, peu coûteux, tout ça?
Est-ce que toi, tu vois ça d'un mauvais œil ou pas? Bah, c'est un peu dur de se positionner sur un truc comme ça, parce que d'un côté, ça facilite le fait d'opérer des nœuds Ethereum, donc peut-être que ça va permettre à des gens qui ne l'auraient pas fait sans ça d'en faire tourner un. Après, c'est vrai que si on commence à avoir, je sais pas, 25% des nœuds Ethereum qui tournent sur Amazon, Ouais. ça la fout mal en effet pour un truc décentralisé et ça commence à reposer un problème de l'autre côté. Tu vois. Donc, comme tout des thématiques de décentralisation, centralisation, c'est jamais un oh, ça c'est bien et ça c'est mal. C'est OK, qu'est-ce que ça donne concrètement dans le vrai monde quoi. Qu'est-ce que les gens font avec? Et bon, là, j'ai pas les stats en tête, mais je pense pas qu'il y ait il y a eu un exode massif des nœuds vers Amazon S3. Donc, pour l'instant, ça va. Oui. Et encore une fois, à terme, on transitionne vers Proof of Stake, ça sera encore moins un problème. C'est surtout ça. Ouais. Je demande dans le chat comment faire travailler au mieux ces bitcoins sur la DeFi. Ah, ils y vont direct. Ouais. Il y a pas Donne-nous mal tes d'options. astuces. Il y a pas mal d'options. Voyons voir. Disons que l'option la plus directe, ça va être, bon, déjà, il va falloir que tu les wraps, hein, donc que tu les représentes sur la chaîne Ethereum. Tu as plusieurs solutions, ça peut être des wraps Bitcoin, des RNBTC ou des choses comme ça. Une fois que tu as donc tes Bitcoins sur Ethereum, tu vas pouvoir les rendre productifs de différentes manières. Disons, le truc le plus passif, le plus tranquille, ça va être, par exemple, un service comme Pager, qui se spécialise dans ça, en fait, qui se spécialise dans rendre productifs les bitcoins représentés sur Ethereum. Et maintenant, ils lancent leur propre projet. Ils ont lancé un Elastic token sur Bitcoin et des choses comme ça. On va peut-être pas faire tout le détail. Mais voilà, ça peut être une première piste où en gros, tu vas avoir un de ces fameux vaults dont on parlait, mais avec du wrap Bitcoin ou des choses comme ça en entrée. Et donc, techniquement, eux, ils vont farmer un truc comme Curve ou des choses comme ça, mais de manière automatisée, autocomposée pour toi et te rémunèrent en même temps dans leur token de gouvernance en Badger ou en DI. Ça, c'est une première option. C'est vrai que les rendements étaient très attractifs il y a plusieurs mois. Ils le sont un peu moins maintenant. Après, le Bitcoin, ça a l'avantage d'être un très bon collatéral, en fait, puisque ça a pas mal de valeur et ça a des bons max LTV. Tu peux dégager pas mal tu peux emprunter beaucoup de dollars depuis tes Bitcoins proportionnellement à d'autres tokens. Et généralement, ça va être l'utilisation un peu par défaut la plus simple à mettre en route, quoi. C'est-à-dire, en gros, aller sur une plateforme comme Aave ou Compound, déposer tes bitcoins pour qu'ils servent donc de garantie, de collatéral, et en échange de ça, tu vas emprunter le plus souvent des stablecoins que eux, tu rends productifs. Tu peux aussi faire la même chose directement en les mintant, en passant comme un service par maker. C'est ça que tu rends compte qu'il y a vraiment plein d'options. Et après, je dirais pour les gens qui ont des investissements plus conséquents, le Bitcoin et aussi les wraps Bitcoin, les RN Bitcoin et tout ça peuvent être très productifs sur un système comme Curve, par exemple, où là, je vous renvoie plutôt à mon marathon Curve de 2h30 parce que vous expliquez la Sainte Trinité Excellent, en 10 minutes, ça va être compliqué. Excellent avec Charlie, c'est ça, hein, c'était Charlie, C'est ça. si je dis pas de bêtises, qui est l'un Merci. des fondateurs de Curve. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris beaucoup de choses. Histoire, alors c'est déjà bien, t'as déjà bien expliqué, mais histoire de rendre ça pour ceux qui connaissent pas trop encore plus lisible. Oui, n'hésite pas à me faire redescendre hein, parce que moi, je déconne. Mais je pense qu'on attend de ça aussi, mais du coup, je vais juste essayer de synthétiser un petit peu. Effectivement, dans la mesure où moi j'ai des bitcoins, aller sur Aave ou Compound, ça serait la stratégie où je veux montrer patte blanche à Aave ou Compound en disant regardez, j'ai un bitcoin par exemple qui vaut 50 000 $ aujourd'hui et je veux emprunter, je veux en retirer tout de suite maintenant jusqu'à 70% de sa valeur pour ensuite aller les positionner sur des stratégies stables, là où pour le coup on n'a pas peur de subir la fluctuation ou la volatilité d'un token ou l'impermanent loss. On en reviendra tout à l'heure aussi sur ce terme un petit peu technique. Et il y a plusieurs risques. Et d'ailleurs, ça revient un petit peu à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur notre chaîne YouTube, que ce soit des risques de smart contract ou autre, mais ça enlève une partie des risques liés à la volatilité. Et dans cette stratégie stable, par exemple, positionner sur Harvest ou sur Curve dans les tripools USD, USDT, DAI, et là, encore une fois, aller faire un tour sur la vidéo marathon de Brice. La seule liquidité, la seule fois où on peut venir piocher dans ton Bitcoin pour rembourser ton prêt si jamais il est sous-collatéralisé, ça serait du coup sur Aave ou sur Compound. Et à ce moment-là, du coup, Brice, est-ce que tu peux dire quelques mots justement sur cette capacité d'emprunt et de dépôt d'emprunt et nous rappeler qu'a priori, on ne peut pas être totalement liquidé.
Ouais, alors peut-être juste pour. C'est vrai que j'ai pas commencé forcément par le plus simple. Je dirais, si vraiment vous mettez le pied en DeFi et que vous ramenez vos bitcoins sur Ethereum, le plus simple, ça va probablement être d'aller sur des produits de type Vault et vous pouvez quand même aller faire des retours pas trop dégueulasses avec des Vault. Donc là, je regardais vite fait pendant que je suis avec vous. Par exemple, KeeperDAO vous donne 14% à l'heure d'aujourd'hui sur le REN Bitcoin. Vous déposez du REN Bitcoin et vous allez faire un tour, vous revenez dans un an, dans cette logique-là. Je reprends juste un autre pour vous donner une idée à peu près des taux, juste de ces stratégies-là. REN Bitcoin, WBTC, TBTC dans une autre logique, c'est des bitcoins tokenisés sur Ethereum qui donc suivent la valeur du bitcoin réel, mais qui sont utilisables donc effectivement sur la blockchain Ethereum, que ça soit sécurisé entre guillemets par des entreprises centralisées entre les deux, ou dans le cadre de TBTC directement un peu plus décentralisé que les autres, quoi. C'est ça. Après, Brain, il y a une vision de décentralisation à terme, mais en effet, pour l'instant, ça n'est pas trop le cas. Il y a toujours c'est un processus itératif, disons. Pour l'instant, on est au début de l'itération. Comment dire? Le Donc, après, plus oui. sûr, est-ce que tu as un plus sûr, peut-être WBTC? À part vertu de il est là le premier, ils ont une certaine légitimité et tout ça, oui, probablement. Après, c'est quand même assez dur d'estimer des trucs comme ça. Et moi, c'est pas forcément des systèmes auxquels je suis expert, ça. Donc, je m'aventurerai pas à vous dire le plus sûr. Mais oui, il y a des options. Et donc, vraiment, pour ceux qui sont débutants DeFi, je leur recommanderais plutôt d'aller sur des produits de type Vault, sur Harvest, sur Yearn, KeeperDAO ou d'autres. KeeperDAO, c'est déjà un peu plus complexe. Mais ça peut, ou Badger, comme on le disait tout à l'heure, ça va être vraiment l'option, disons, par défaut. Et pourquoi je recommande ça? Parce que les stratégies en Vault, justement, il n'y a pas tout cet enjeu de vous allez emprunter quelque chose, vous devez maintenir un ratio de collatéralisation et tout ça. Donc, ça vous fait une sorte d'arrivée en DeFi un peu plus douce, quoi. Parce que il n'y a aucun risque de liquidation ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment juste une question d'être capable de calculer votre coût en gaz en entrée et de voir si c'est pertinent pour vous. Et en fait, ça, pour les petits porteurs qui sont là, je vais le dire, c'est vraiment important de comprendre que les coûts en gaz, en effet, sont assez élevés. Mais si vous inscrivez dans une logique d'un an, payez $20 pour rentrer dans un truc, 40 ou 50 ou 100 même parfois, c'est peut-être pas si un drame que ça. Il faut toujours comparer les coûts en gaz par rapport à qu'est-ce que la stratégie retourne. Après, la stratégie, elle évolue aussi. C'est-à-dire que tu pars 14% au moment où tu t'inscris, mais dans un an, enfin, tu n'auras peut-être pas eu 14% parce qu'entre-temps, ça sera tombé à 1%. Ou en exit, ouais. en exit scam. En exit scam. Après, ça dépend. Mais oui, bien sûr, ça bouge. Après, il y a quand même des taux assez stables. Par exemple, les stratégies de stable des gros services, elles payent dans les 15-20% depuis un bail, certaines beaucoup plus. A priori, tu vois, c'est une sorte de plancher, quoi. Oui, parfois ça descend à 9-10%, parfois ça pousse à 15-25%. Mais des fois, il faut peut-être changer de protocole, changer de... Ouais. Alors, oui et non, parce que c'est ça aussi qui est cool avec des produits comme Yearn ou Harvest, c'est qu'en fait, ils font le changement de protocole pour toi, quoi. C'est-à-dire que eux, toi, tu arrives et tu déposes ton Bitcoin, ton stable, qu'importe, dans un Vault. Et en fait, ce Vault, après, c'est donc un smart contract qui va, lui, déployer les fonds sur des stratégies données. Mais en fait, il peut tout à fait changer de stratégie. Alors, il y a des mécanismes différents en fonction des protocoles. Mais l'idée, c'est qu'il y a une certaine flexibilité, justement, en fait, qu'ils automatisent tout ce petit travail pour toi, quoi. De collecter tes rewards et de les componder, de changer de stratégie si la ferme elle est plus si productive, et ainsi de suite. Et tu parlais justement de petits porteurs. On a eu une question tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais on nous demandait à partir de quel montant on peut commencer à s'intéresser à la DeFi sur Ethereum. C'est vrai que quand on commence dans les cryptos, généralement, on débarque pas avec 20 000 euros. On fait des tests avec 100, 200, 300 euros, je sais pas. Les gens qui démarrent, c'est vrai que Ethereum, c'est tellement cher en gas aujourd'hui. Non. Tu payes le prix du service apporté, et ça reste le seul service qui a ce niveau de trustlessness, de décentralisation et ainsi de suite. Donc oui, les frais sont élevés, mais dire que c'est cher, par exemple, moi je trouve ça extrêmement cher, les frais en gaz sur BSC, sachant que vous payez grosso modo 21 serveurs quelque part, probablement dans un même endroit géographique. Tu vois, oui, mais non, mais je veux dire, si tu vas sur ETH avec 300 euros, bon, il t'en reste 200 une fois que tu as mis dans un Vault, quoi. Voilà, ça fait une belle perte. Donc à partir de quel moment on peut s'intéresser à la DeFi, par exemple sur ETH? Quel portefeuille? Ouais. Alors
En soi, c'est plus une question, c'est pas juste une question de portefeuille, c'est une question d'horizon temporel, quoi. C'est-à-dire Mhm. que même avec, par exemple, je sais pas, disons, en timant bien ton entrée avec 2000, tu peux faire un truc qui va être pertinent à l'échelle de 6 mois, non? Et voilà, faut se renseigner avant, faut avoir une idée de ce que tu vas faire, parce que ce truc-là, tu vas pas le bouger toutes les deux semaines, quoi. Et si tu le fais, en effet, ça va te coûter cher en gaz. Après, maintenant, il y a aussi des solutions qui commencent à émerger sur les L2, sur les sidechains, et notamment sur Matic, où maintenant, vous pouvez on-ramp directement sur Matic et aller farmer sur Swap ou des choses comme ça, où là, les frais sont quasi nuls. Tu as utilisé un terme, c'était quoi? On-rail? On-ramp, pardon. Ça veut dire, en gros, acheter des cryptos. D'accord. Ok. N'hésite pas avec mes anglicismes. Ouais. La transition en francophone est encore récente. Même moi, je l'avais pas, donc tu vois. Mais donc, ouais, Matic permet de faire plein de choses aujourd'hui. Matic a un layer 2. Les layer 2 qui traînent, Brice, qu'est-ce qu'ils font les layer 2? Je sais que tu dis qu'ils sont là et que. Ça fait depuis, ça fait depuis t'avais- 6 mois qu'on nous dit qu'ils arrivent la semaine prochaine. Ça commence à faire long. Là. Elle est longue Moi, la semaine. je m'étais fié à notre ami Dave Marc qui m'avait dit pour ta fête, le 14 février, moi, je suis sûr que c'est parfait. Bah écoute, ça fait un mois. Où sont-ils? Alors, ouais, bah, ça arrive. Hein. Le gars, ça tombe encore plus. Non, bah, après, déjà, ça arrive. Non, il y en a qui sont là. Hein. Donc, Matic, d'ailleurs, qui s'appelle Polygon maintenant, Ouais. ça tourne, ça existe depuis un petit bout de temps. Vous pouvez aller faire des swaps sur ClipSwap et payer quelques centimes de gaz. Vous pouvez aller staker vos tokens, LP, ou je sais pas. On va pas faire tout le détail, mais en gros, vous pouvez faire de la DeFi. C'est pas toute la complexité de la DeFi qu'on a sur le mainnet, mais ça commence à arriver. Et il y a d'autres solutions qui sont assez attendues et qui, a priori, arrivent prochainement, comme Optimism, où là, on sait qu'il y a donc... en fait, il y a déjà un qui est live, qui est Synthetix depuis début janvier, je crois. Ouais. Et il y a, il y a pas mal de projets qui sont attendus avec une sortie sur Optimism prochaine, en effet, depuis quelques semaines. Alors, ça prend du temps, ces choses-là, et il y a des audits, il y a des choses à faire avant de lancer le truc. C'est un peu comme la mise à jour Proof of Stake, c'est-à-dire que les gens se plaignent que ça va pas assez vite. Et moi, je suis très content que ça n'aille pas trop vite aussi. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on va migrer un réseau qui vaut 50-60 milliards de dollars, ça c'est le token Ether. Dans la DeFi, il y a 50 milliards encore facile. Donc bon, si on le fait en slip en 2 minutes sans audit, ça me rassurerait pas beaucoup. Quoi. Moi, je préfère qu'il prenne 6 mois, 1 an de plus, et que ça soit fait proprement. Et qu'il y ait justement, alors là récemment, il a pris la place de Binance dans le top 3, qu'il y ait ADA qui pousse derrière, qu'il y ait Avax qui pousse derrière, qu'il y ait le BSC qui pousse derrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'in fine, ils vont finir par rentrer par la fenêtre? Le fameux flippening. Pousser et ça ne cédera pas. Bon, non, ADA, moi, franchement, en fait, je le prends plus comme un indicateur du niveau d'éducation de l'espace. Et donc, chaque jour où je me lève et je vois une pump d'ADA, je suis un peu triste dans le sens où je me dis, bon, les gens n'ont toujours pas vraiment commencé à faire leurs recherches, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, on attend toujours les smart contracts. Je crois qu'ils sont sortis ou je ne suis pas sorti. C'est marrant parce qu'on les attendait comme le Messi, ils étaient censés sortir au début du mois. Ils sont sortis, ou pas, d'ailleurs, je ne sais même pas, je vais vous laisser aller voir. Mais en tout cas, s'ils sont sortis, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y a toujours rien qui se passe là-dessus, quoi. Donc, à ce niveau-là, voilà. Et après, moi, j'ai des gros problèmes avec on va peut-être pas faire du personnel, mais en gros, l'équipe qui est derrière ADA, qui n'hésite pas à avoir des côtés assez gourous et tout ça, qui me dérange, quoi, qui me dérange profondément, parce qu'ils sont en train en fait, de pourrir le nom même des cryptos. Bon, c'est pas non plus du niveau de BitConnect et tout ça, faut pas abuser, mais c'est un peu comme Ripple, quoi. C'est-à-dire un truc comme Ripple, c'est une honte pour tout le monde, on est d'accord. Le fait même que ça existe et que ça soit encore là, ben voilà, quand tu navigues le top 10 et que tu vois des Ripple et des trucs comme ça, des Stellar, des trucs un peu... Ça la fout mal. Alors après, c'est vrai que maintenant, il y a des projets, par contre, plus pertinents, d'autres chaînes où il y a de la DeFi qui se passe. En effet, tu citais, je crois, Avax, des choses comme ça. Donc là, moi, je ne suis pas très à jour avec ce qui se passe dessus encore, mais en effet, oui, il y a Terra, il y a quelques autres trucs où il commence à y avoir... Alors, je ne sais pas si on peut vraiment encore appeler ça de la DeFi, parce qu'il faudrait aller voir le modèle de la chaîne, concrètement, la décentralisation et tout ça. Mais oui, c'est... On est encore à un stade assez jeune, disons, quoi. Et il y a beaucoup de travail d'éducation à faire. Alors, je vois un gars qui me demande dans le chat un avis sur le tas. Moi, je vais te répondre une chose. Pourquoi tu veux mon avis? Pourquoi tout le monde veut mon avis sur tout?
je ne suis pas un gourou, je n'aurai rien à te dire de plus intéressant que quelqu'un d'autre. Pourquoi tu te ferais pas ton avis par toi-même? Et tu sais, si tu le fais par toi-même, après, tu vas pouvoir le faire sur d'autres projets. Et c'est ça qui devient très intéressant après, c'est que tu deviens autonome dans ta capacité à te faire un avis. Bon, là, je suis un peu direct, mais faut comprendre ça. Parce que si tu fais confiance à quelqu'un, peut-être que ce quelqu'un, il va bien te nourrir et un beau jour, il va t'envoyer vers un truc où, en fait, il a compris que quand il disait oh, ça c'est cool, il y avait 50 boutons qui allaient avec tout leur portefeuille, et du coup, il va dire qu'un projet de ses potes est cool et ramasser le fric de tout le monde. Encore une fois, on est là justement pour apprendre à ne plus avoir à faire confiance aux gens, On ne à ne plus citera, avoir à faire confiance au système. on ne citera personne. Il y a quelques semaines, justement, Brice, tu avais fait un thread là-dessus où tu avais, et on en a aussi discuté dans la vidéo, tu avais t'avais un peu été déçu par une partie de la communauté américaine, notamment, qui finalement, sur la DeFi, n'était pas, pas si décentralisé ou si bienveillant, ou je ne sais pas quel terme tu pourrais utiliser. En fait, ils ne montraient pas tous les dangers, toutes les couches de dangers potentiels qu'il y avait sur la DeFi. Oui, je crois que j'avais formulé ça en disant bon, après, voilà, moi, c'est un objectif personnel que j'essaie de fixer, de vivre aux hauteurs de la chain qu'on décrivait au début, de transparence, d'accessibilité et tout ça. C'est vrai que c'est pas une mission forcément partagée par tout le monde. Ça reste une industrie nouvelle, un peu Far West, où il y a potentiellement de l'argent à se faire. Donc, vous en faites pas que s'il y a de l'argent à se faire, il y a des gens qui vont essayer d'avoir une part du gâteau et parfois avec des méthodes très douteuses. Là, il y a eu une histoire ah, je sais. Alors attendez, je vais vous retrouver ça vite fait parce que c'est un bon exemple disons, des choses. Meerkat Ouais. Finance peut-être? Meerkat Finance? Non, c'était un truc Coin Exit Scam. Ouais, bon, après, il y a des scams, des trucs comme ça. Alors, attends, il était là-dedans, il faut que je trouve. Ça va pas prendre longtemps pour le retrouver. Je l'avais partagé il y a très peu de temps. Parce que Julien Bouteau nous disait qu'on était dans une 4e révolution industrielle. Tu es d'accord avec ces termes? Pour toi, c'est aussi fort que ça? Ouais, c'est aussi fort que ça. Mais voilà, justement, voir aussi un peu tout ce qui se passait au début de la révolution industrielle, alors, les manias de l'acier et tout ça, qui faisaient tout n'importe quoi, qui n'hésitaient pas à terroriser leurs concurrents, à manipuler tout dans tous les sens. Voilà, comme toute chose au début, il y a des gens qui peuvent être assez agressifs, disons, dans leur volonté de saisir la valeur qui est créée, quoi. Et justement, c'est à vous d'être résilient à ça. Et comment on est résilient à ça? En apprenant à être autonome, à faire confiance à personne, à comprendre réellement soi-même. Et ça ne veut pas forcément dire être un pro du code ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des approches. Moi, par exemple, je ne suis pas dev, mais je suis capable de me faire un avis sur les différents projets DeFi parce que j'en comprends le fonctionnement à un niveau. Moi, je vais te demander ton avis quand même, pas sur un projet. Vas-y. Je voudrais changer un peu de sujet. Enfin, on y revient après sur la DeFi, mais ça me venait en tête. C'était toi, qu'est-ce que tu penses des NFT? Et est-ce que, enfin, ça peut avoir un intérêt pour un placement, pour un investissement Ouais, moi, je m'intéresse d'assez près aux NFT maintenant. Je trouve ça assez intéressant. C'est fascinant tout ce qui se passe là-dessus. Comment dire? Alors oui, il y a des gens qui spéculent là-dessus et après, au final, c'est de l'art numérique, hein. Donc en soi, c'est tout à fait possible que ah ben tiens, c'est marrant. Le thread que je voulais vous envoyer, il a été supprimé depuis hier. J'aurais dû le sauvegarder. Dommage. Pardon, je me suis perdu dans une notification. On parlait des NFT, tu disais c'est le marché de Ah oui, l'art. les NFT. Je te demandais Oui, est-ce que c'est ça vrai. peut être un bon placement, mais oui, ça se résume peut-être juste à comme investir dans l'art, quoi. Voilà, comme investir dans l'art, est-ce qu'acheter de l'art contemporain, c'est un bon placement? Bah, si tu sais un peu ce que tu fais et tout ça, oui, pourquoi pas. Si vraiment tu apes sur le premier truc qui te passe sous la main, non, pas trop. Alors c'est pour ça que moi, je conseille plutôt aux gens qui veulent, disons, tâter un peu les NFT, d'y aller plutôt par sensibilité personnelle, quoi. Prends ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît, et comme ça, au moins, bon, écoute, si tu le flippes pas, et ben peut-être que tu vas le garder, c'est pas plus mal non plus, puisqu'a priori, l'œuvre, elle t'avait plu. La DeFi utilise les NFT. Curve utilise les NFT. Oui, après, voilà, les NFT, c'est un type de token, donc c'est des tokens non fongibles. Je ne sais pas si vous voulez rentrer dans tout le détail technique ce soir, je vais être rapide de le faire. Mais en fait, c'est des tokens qui, pour le faire simple, un peu comme les cartes Pokémon, partagent des attributs similaires, donc HP, point de vie, pardon, un type ou des choses comme ça. Mais en même temps, ils ont tous leurs spécificités. Donc voilà, un Dracofeu, c'est 150 points de vie et c'est un type feu et blabla, et toutes les autres caractéristiques. Un Tortank, lui, il est type eau. Mais voilà, les deux, ils ont un type en tout cas. Donc c'est pareil, c'est une typologie de token et ça peut permettre de faire plein de choses. Et notamment, par exemple, en effet, Curve, qui est donc un échange décentralisé,
utilise des NFT dans son fonctionnement pour les échanges intertypes d'actifs. Donc, c'est pas que du point de vue jeu, art et tout ça. C'est Ouais, ça vraiment peut être une dans brique, l'immobilier aussi, ça peut être pour avoir une part de société, une part dans l'immobilier, pour Ouais. représenter la possession d'une voiture, plein de choses, ça peut servir à plein tous de les choses. titres de propriété divers et variés en soi peuvent être, oui, ça serait plutôt un NFT pour les représenter on-chain que, un token classique URL. Et c'est vrai que ouais, les NFT, ça pourrait quand même devenir assez dingue, parce qu'un NFT, tu peux le sortir de son univers. C'est vrai que par exemple, si tu as Mbappé sur Sorare, eh ben, tu peux le sortir. Et j'ai entendu le CEO de Sorare qui disait justement qu'il y avait déjà des applications qui étaient en train de se créer au-dessus, notamment par Ubisoft ou autre, et qui permettraient de réutiliser les cartes Sorare, par exemple, dans d'autres univers pour en faire encore d'autres choses. C'est vrai que ça peut être finalement infini, quoi. Bon, je pense qu'il faut des partenariats, avoir des droits, mais tu peux faire pas mal de choses après. Il n'y a pas trop de limites. Non, ouais, bah, c'est vraiment, ça te montre un peu toute la logique de ces actifs programmables, quoi, et tout ce que tu peux faire avec. En effet, ça peut aller assez loin. Il y a des interactions maintenant qui commencent à émerger, ou par exemple, je sais pas s'il y a déjà des trucs en production comme ça, ou par exemple des protocoles DeFi qui vous ont proposé de manière X ou Y d'obtenir différents NFT, et maintenant ceux qui les ont un petit bonus Ouais, ça j'ai vu, ouais. de De 30%, rendement, 50%, ouais. ou des choses comme T'achètes le ça. Voilà. NFT et puis ça te débloque des bonus en smart contract. Ça, ça devient hyper intéressant. On Ouais. a ça sur Puis ça NG. peut aller dans l'autre sens aussi, quoi. Des choses, par exemple, je sais pas, mettons, tu lances une plateforme, mais tu veux quand même t'assurer que, au début, tu es des gars assez informés sur ce qui se passe. Tu peux commencer par lancer un petit vol tout simple où les gens ils posent des stablecoins et, je sais pas, tu donnes à tes 500 plus gros déposants à la fin du mois un NFT pour reconnaître leur apport. Bien sûr, ils auront leur yield et tout ça. Et du coup, après, pour accéder à l'alpha de ta plateforme, par exemple, peut-être qu'il faut posséder ce NFT. Tu vois, Mais, on peut vraiment aller dans tous les sens, quoi. et d'ailleurs, ça me revient. Toi, t'avais acheté pas mal de NFT là, non? La voiture de Retour vers le futur ou je sais plus quoi. Ouais, je peux vous partager un peu ma collection, si vous voulez. Allez, vas-y. Ouais, pourquoi pas? Alors, Tu attends, peux Tu veux nous animer, partager ton écran? normalement, tu peux. Ouais, tu peux partager. hop là, tac. Et- C'est bon, vous le voyez? Ouais. On va prendre sur- Ah, hop, vous pouvez même prendre, attendez, comme ça je vous montre du pire de coup. Non, vas-y, je vais faire sur la règle parce que très je sais pas si j'ai encore trop setup. Donc là, c'est sur Rarible, c'est des places d'échange pour les NFT où les artistes peuvent mettre en vente leurs différents NFT et les petits collectionneurs en herbe comme moi peuvent arriver pour collectionner, quoi. Donc en effet, moi j'ai un peu un thème de collection centré sur les DeLorean. Non, pas que, mais vous pouvez voir qu'il y a quelques petites de l'eau. Par exemple, j'ai ramassé celle-là hier qui a donné lieu à une petite compétition assez marrante entre amis. Celle-ci, c'est un peu devenu l'emblème des contributeurs de DeFi France ou Token Breeze, elle se gagne à la sueur de votre front. J'en ai ramassé 22 éditions sur les 88 qui existent. Et c'est devenu un peu voilà, le badge des contributeurs. Avec le petit effet Synthwave derrière. Vraiment C'est sympa. ça, ouais. Donc c'était adossé à un projet DeFi assez cool en plus. Je peux vous mettre. Ah non, j'ai pas le droit de partager des liens dans le chat. Normalement, t'es VIP, donc je pense que tu peux. Je t'ai mis Allez. VIP, il y a peut-être moyen. Go faire le test. En fait, ça c'est marrant parce que c'est. Je vais rapprocher le micro, pardon. C'est marrant parce que c'est. Ah merde. Pas de lien. Ah, bon. C'est pas grave. Attends, je vais C'est en t'envoyer. fait un projet DeFi et c'est un gars qui a créé une sorte de radio communautaire dessus parce qu'il aimait bien le projet, un peu dans le thème par rapport à leur ambiance, retour vers le futur et tout ça. Et il a vendu ses NFT pour financer et reconnaître son travail, quoi. Du coup, il a réussi à vendre ses 88 NFT et faire un peu de. On va avoir une rémunération honnête pour sa contribution plutôt sympathique. Donc j'aime bien l'histoire aussi derrière celui-là, quoi. C'est pas que des trucs. Ah, c'était sympa, j'ai vu sur un Rival, j'ai eu dedans. Ça, c'est le même artiste, toujours. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est donc le Space Poulain. Et lui, pareil, j'ai réussi à en ramasser la moitié qui existe sur les 10, j'en ai ramassé 5. Et lui, c'est la récompense pour les compteurs exceptionnels de l'émission de science-fiction DeFi. Donc pour l'instant, il y a un seul autre possesseur qui l'a gagné comme ça, qui est donc Manu, qui nous a fait une histoire absolument exceptionnelle sur la tokenisation des individus. Donc Valentin, c'est ton prochain défi de nous faire un petit scénario. Ouais, vraiment, ouais, si vous êtes chaud,
Peut-être que là, on va revoir un peu le format parce que c'est assez demandant, disons, les gens. Surtout Manu, il a mis la barre tellement haute, je crois qu'il a fait peur un peu à tout le monde. Mais voilà, on va peut-être faire un truc un peu plus freestyle, parce que l'idée, c'est surtout de réfléchir, et on n'a pas besoin que ce soit des trucs d'écrivain, quoi. Bon, Brice, tes DeLorean, elles sont jolies, mais s'il te plaît, change d'adresse et montre-nous celui à 69 millions d'euros que tu as acheté il y a la semaine dernière. Je sais que c'est toi qui as celui à $. On va le voir People. passer là après. On va le voir passer. Je sais que Ah, c'est vous toi en qui avez l'as, un donc autre change ton adresse et montre-le nous. Les grands trucs comme ça je les laisse. Je suis pas vraiment sur des grosses pièces. J'aime plutôt des trucs assez sympas. Et je collectionne Ouais, c'est vraiment cool, aussi hein. dans l'idée de partager pas mal aussi. J'ai déjà une bonne dizaine, quinzaine de NFT. T'en as Et, déjà vraiment, revendu j'ai- après et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent ça sert à rien, c'est virtuel, c'est sur un ordi? je sais pas à quoi elle sert ton épée d'en haut, à part à taper sur des monstres. À quoi ça sert tes posts sur Facebook? N'énerve pas, Brice, s'il te plaît. Non, mais c'est un peu le haut niveau, tu vois. Bah, c'est pas chacun. grave si tu comprends pas encore, on y arrivera tous. D'ailleurs, tu peux regarder, c'est un peu la discussion qu'on a eue aussi dans l'émission NFT juste avant avec Nico qui fait justement lui-même aussi des NFT. C'est comme tous les collectibles en soi. Ça sert à quoi les Pogs, et les cartes Pokémon et les billes? Oui, c'est la même chose. Tu pourrais l'imprimer, ta carte Pokémon, mais avoir la vraie, la plus rare, c'est pas pareil. Là, c'est pareil. Le NFT, tu peux copier-coller l'image, mais c'est pas le vrai. C'est pas pareil. Ça, ouais, ça joue le C'est rôle ça. d'un certificat d'authenticité aussi à côté. Voilà. T'as tout C'est ça. cet Et puis aspect. bon, là, on parle de collectibles, mais il y a aussi des NFT qui sont vraiment des objets dans des jeux ou des choses un peu plus conséquentes. Et par exemple, moi, une bonne partie de mes NFT, je les ai farmés. Tu me demandais si j'ai vendu. Oui, j'en ai vendu quelques-uns, par exemple, que j'avais farmés. Et je ne crois pas en avoir vendu encore que j'ai acheté, par exemple, pour donner l'idée. Mais oui, c'est tout à fait possible. Comment on farm des NFT alors? Comment tu fais ça? Par exemple, le plus connu dans le genre, ça va être Don't Buy Me, où en fait, tout se passe via. Alors, ça dépend des collections, soit c'est via leur token, le meme, soit c'est via des tokens d'autres services. Par exemple, ils ont fait un truc avec Badger, dont on parlait tout à l'heure, attends, je vais le retrouver, où les gens pouvaient Comet. farmer, ou Comet, ouais, voilà, par exemple, où les gens pouvaient farmer en déposant les tokens qui correspondent à la plateforme partenaire. Et en fait, ils déposent leurs tokens et ils gagnent des pineapples, des ananas. Et chaque NFT correspond à un certain prix en ananas. Aussi simple que ça. Et donc, en fait, le seul coût effectif pour vous, ça va être le coût en gaz de staker vos tokens et le coût en gaz pour minter minter, ça veut dire donc, générer, frapper les NFT que vous souhaitez obtenir. Mais en soi, techniquement, pas de coût d'achat. Donc. Et après, il y a eu pas mal de ces NFT qui sont revendus à des bons prix. Donc, ça peut aussi être pour les spéculateurs parmi vous, ça peut être une option. Tu utilises que Rarible, toi? Tu utilises d'autres trucs, OpenSea? Ouais, j'ai fait un peu OpenSea aussi. Et sinon, là, c'était plutôt Foundation. Attends, je peux vous montrer Foundation. Ah, je crois que j'ai déjà vu ça. Ils ont un design Foundation, ultra c'est stylé. ouais, c'est ça. Donc sur Foundation, c'est plus dans une logique de pièces uniques et dans une logique d'enchères. Mais voilà, j'ai ramassé quelques trucs qui m'ont pas mal parlé. Donc, par exemple, là, on avait un Daft Punk et une Delo ensemble. Ça a résonné. Celui-là, ça a été assez marrant parce que lui, je me suis battu avec un requin qui allait nous ramasser les Daft Punk. Et je me suis dit qu'il fallait faire un acte patriote et ne pas les laisser partir. Vous pouvez voir un peu la bite war avec lui. Ça a été assez sportif, mais il a fini par lâcher l'affaire. Et après, on s'est même parlé. Et comme deux duellistes qui se sont bien battus, voilà, on a rigolé un peu et voilà. Tiens, Il est parti faire son affaire. celui-là, il t'attire pas là? J'ai vu 50 ETH, je crois. 30 28, 8. Ah ouais, alors là, c'est un peu l'art contemporain version NFT, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs pareils que je comprends pas, hein, mais c'est pas. L'art, de toute façon, il faut comprendre que c'est quelque chose qui résonne avec les gens au niveau émotionnel. Ouais. Donc, c'est la même question de pourquoi il y a des tableaux qui sont des carrés rouges qui se vendent à des millions. Parce qu'il y a des gens, ils voient ça et ils sont saisis, ou pas, là, où ils spéculent, va savoir. Mais tu vois, faut accepter que dans l'art, c'est beaucoup de ta réaction, de ce que toi, tu ressens en toi. Et le ressenti de chaque personne est propre à cette personne. Point. Donc, Oui, c'est ça. Les NFT, c'est vraiment le marché de l'art, quand même. Enfin, si tu parles de Rarible et tout, ça a la valeur que les gens veulent bien lui donner. Et voilà, l'art, c'est souvent. non, Sait mais pas de trop. j'en suis très heureux, j'en suis ravi. Si j'avais pu, je reviendrais peut-être 2 mois en arrière pour ramasser la moitié du supply au lieu du quart. Et comme ça, je pourrais en donner à encore plus de gens et on se taperait bien des bars ou de nos clubs.
voilà, parce que c'est ma réaction, mon ressenti, ma petite histoire que je suis en train de créer avec cette œuvre. Mais, Et du coup, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient, qu'est-ce qui se prend la tête avec son bouteille oui. de l'eau. Et pour acheter des NFT, alors la méthode la plus simple, c'est de passer d'un échange, si tu as des fonds sur par exemple Binance, de les mettre sur un portefeuille MetaMask et puis d'aller sur une plateforme comme Rarible. Il y a pas plus simple. Pour l'instant, c'est vrai que non, ça va vraiment être en gros, la plupart des achats se font en Ether, donc il va falloir de l'Ether. Et après, dans un MetaMask, et une fois que vous avez de l'Ether dans un MetaMask, vous allez pouvoir, par exemple, là sur Foundation, toutes les actions, les enchères, pardon, sont en Ether. Sur Rarible, il y a plus de liberté. Vous pouvez, je vais vous montrer un peu par exemple. Avec le Rari. Connecté. Vous pouvez faire des offres en différents tokens, même en DAI ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un wallet qui est vide, celui-là c'était juste pour attends. Si. Voilà. Donc voilà, par exemple, là il y a cette œuvre, donc la fameuse de l'eau. Je vais bouger ça. La fameuse de l'eau, là, vous pouvez voir tous les. Pourquoi? Ça ne va pas charger. Vous pouvez voir normalement tous les possesseurs, mais là ça a l'air d'être un peu lent, si c'est bon. Donc là, vous pouvez voir un peu les différents gens qui en possèdent une édition ou plusieurs. Vous pouvez voir moi là avec mes 14. Ça part vite. Et vous pouvez faire une offre, quoi. Par exemple, vous pouvez dire coucou, tiens, voilà, ils acceptent le Is, Dai, Rari et Atri. C'est quoi ce truc-là? Je ne sais pas. Adari Token, peut-être? Ouais, c'est ça. Et donc voilà, Il me semble. vous pouvez dire coucou, ben, moi je t'en propose 50 Dai. Vous allez les placer donc, dans un contrat, ils vont être déduits de votre wallet, mais ils sont restés à vous tant que l'offre n'a pas été conclue. Vous pouvez annuler votre offre, mais de l'autre côté, en fait, ça liste pour les gens qui possèdent. Il y a un gars qui vous propose 50 DAI pour ce truc-là, et eux, ils n'ont plus qu'à cliquer sur un bouton pour accepter. Et dans ce cas-là, Et du coup, NFT part. Et quand tu t'es dit que tu t'es battu avec le requin, là, et que vous avez fait plein d'offres chacun, à chaque fois tu payes des frais? Non. Alors là, de l'autre côté, oui, tu payes les frais pour soumettre l'offre. Mais ça, c'est sur Foundation. Foundation, c'est peut-être un peu plus compliqué. Tu payes des petits frais parce que c'est pas énorme. Tu soumets pas la TX telle quelle, quoi. Je sais plus exactement. T'as pas un système ou une plateforme qui existe où tu peux déposer, par exemple, je sais pas, d'un seul coup 5, on va dire, allez, 5 ETH et que tu vas pouvoir ensuite gratter dedans pour acheter des NFT sans justement payer d'importants frais. Il n'y a pas un système comme ça ou une plateforme encore? Si, ça va. Par exemple, sur Rarible, ça se passe comme ça. Donc là, Ah, ok. j'ai rien dans le wallet, je peux pas trop te montrer. Mais il va te montrer normalement en haut, tu vois, tu as ma balance, c'est ma bidding balance. Ah, ok. Et en fait, si tu es assez dans ta bidding balance en rapis, tu peux bid tant que tu veux, ça te prend. Et après, c'est vraiment, tu vas arriver sur une œuvre, je sais pas, il te reste plus que 0,01 Ether, et là, tu veux bidder à 0,1 Ether, il va te dire, ah, tu n'as plus assez dans ta bidding balance, il faut que tu en wrappes en plus encore. Ok. Je savais même pas Alors, que là, j'ai un Rarible bid avait sur ça. Foundation. Je regarde l'Etherscan pour te dire à peu près, honnêtement. Bit, c'est quoi? Offre? Faire une offre? Offre, ouais. Mm. Oui, en effet, j'ai bien brûlé de l'Ether ce soir-là, puisque là, par exemple, ce bid-là, il était à $17 en gaz. Ça va. Alors, j'en profite, j'ai rebondi sur le chat vu qu'on parle des NFT. On a un petit concours là sur Twitter pour faire gagner un NFT de Arc et également un wallet Satoshi. Donc voilà, j'ai mis le lien dans le chat si vous pouvez aller jouer si vous voulez, c'est jusqu'à dimanche. C'est un cas d'utilisation très, très sympa des NFT qu'ils ont fait là. En gros, les détenteurs de NFT peuvent aller réclamer donc un produit physique qui en l'occurrence est un portefeuille pour vos crypto-monnaies. Et ça, c'est un cas d'utilisation très sympa qui vise à se développer, on l'espère. Et bien joué à Satoshi et à Arke pour ça. C'est ça, ouais. Achète le NFT et puis ça te donne accès à quelque chose dans le monde réel. Les redeemable, quoi. Ça, c'est vrai que y a pas mal de projets qui ont fait des choses comme ça. Il y a eu notamment, par exemple, les fameuses, je peux vous les montrer, les Unisocks, donc la paire de chaussettes d'Uniswap. C'est comme une fortune, ça. Qui maintenant, oui, sont à 150 000 ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun et sens. qui sont en fait. Non, elles ont baissé un peu. Quoi. Ça, c'est 75 000 $ pour la paire de chaussettes. Ça va, c'est raisonnable. Il en reste que 14. Ouais, voilà. Alors après, oui, c'est un modèle de bonding curve pour le pricing ici et tout ça. Et il y a tout le. Comment dire? En gros, c'est un NFT, donc, qui, lui, vous pouvez le redeem. Donc, ça veut dire collecter l'objet physique qui correspond derrière. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu 500 socks au total émises. Et il y en a environ un tiers, un peu plus, qui ont été redeem pour la fameuse paire de chaussettes. Quoi. Je ne sais pas si on peut voir l'interface de redeem. Non, je ne sais plus où elle est. Mais voilà, en gros, le redeem, ça va être juste décider où est-ce que vous faites livrer vos chaussettes. Quoi.
Ok. C'est assez dingue quand tu vois le prix de ça. Ça peut sembler un peu fou, mais il faut le remettre en contexte. C'est que ça a été fait pour. Ça a été lancé d'une certaine manière, d'exprimer son soutien à Uniswap et en même temps de tester un peu un concept sympa. Ils essaient aussi, des points de vue techniques, ils essayaient un peu de. Comment dire, différentes choses. Surtout l'une des premières fois que quelque chose comme ça a été lancé, à mon avis, d'où le fait que ça a certainement pris des proportions impressionnantes. Je ressens juste un peu le live parce que, bon, on va arrêter d'ici 15-20 minutes environ. Et du coup, on va peut-être repasser rapidement sur la finance décentralisée pour faire encore quelques questions. Valentin, je sais pas si tu as une petite question un peu technique sur la DeFi ou Clément? Moi, j'ai commencé pas mal à poser les questions techniques tout à l'heure. Mais il y avait une question peut-être un peu plus d'actualité, puisqu'on parle de recentrer. Alors, recentrons avec l'actu notamment. Et j'ai cru comprendre que tout à l'heure, il y avait un live sur la DAN autour de la finance décentralisée, justement. Et que, si j'ai bien synthétisé ce qui s'est dit là-bas, les autorités françaises et européennes, avec la MiCA notamment, envisagent de restreindre lourdement ou au moins de réguler la DeFi. Comment tu vois ça? Exactement. C'est la seule réponse. Bonne chance, c'est ça. Ouais, ils n'ont toujours rien compris à ce qui se passait, quoi. On se retrouve dans 5 ans, hein, à la vitesse où ça va. Je veux dire, en 2020, on a régulé les ICO en France. Il n'y avait plus personne qui faisait d'ICO depuis 2 ans. Donc, voilà, je pense que la messe est dite. Hein. On va faire les stablecoins dans 2-3 ans, la DeFi dans 5-6 ans. C'est ça, c'est-à-dire-là. Donc, moi, je pense que ça devient un peu désespérant à ce niveau-là. En fait. Après, moi, j'ai pas de compétences légales particulières, donc voilà, je préfère laisser des. Surtout que tu vois, ces thématiques-là, c'est pas un Marielle comme moi, j'ai envie de dire, de les attaquer, parce que c'est des trucs très sérieux de discuter de ça avec des États, quoi. Et donc, il faut une structure bien organisée et tout ça. Et c'est là où je suis ravi d'avoir des gars comme ceux qui sont derrière la TAN, Simon Pollereau notamment, ouais. Simon Pollereau et bien d'autres. Pour mener ce combat, parce que eux, ils ont la formation et ils le font avec la méthode qui convient. Et dire, voilà, ils suivent le processus qu'on est censé suivre, qui est d'ailleurs pas très évident. Et moi, ce qui me choque, tu vois, c'est que, en soi, à DeFi France, on est accessible, tu vois. S'il y avait quelqu'un de sérieux au gouvernement qui s'intéressait à ça, juste pas d'un point de vue comment on régule, parce qu'il ne faut pas du tout toujours arriver avec, OK, j'ai mon petit marteau, là, comment je vous tape sur la tronche mais peut-être un truc de juste, hé les gars, ça a l'air intéressant votre truc, il se passe quoi là-dedans tu m'expliques en une demi-heure, 1 heure, vite fait? Bah, moi, je le prendrais tous les jours, ce gars-là, pour 1 heure de mon temps, 2 heures de mon temps, lui faire un petit tour, lui expliquer concrètement les enjeux et tout ça. Je n'ai jamais eu ce coup de fil, que ce soit bon ou un autre d'ailleurs. Donc, rien que ça montre que la compréhension et l'intérêt sont faibles. Et en parlant d'actu dans le même genre. Ah, vas-y, Clément. Ouais, justement, pour rebondir là-dessus, sur l'écosystème français dans la DeFi, on a beaucoup de gens, dont toi. Je prends l'exemple de Mark Zeller, mais il y a tellement de gens en fait en France qui travaillent sur la DeFi. Est-ce que tu penses qu'ils ont déjà une certaine crainte à ce niveau-là? Parce que il y en a beaucoup qui travaillent dans des projets, mais ils sont même pas localisés en France, ils sont tous un peu partis. Il y a eu une certaine fuite qui s'est déjà organisée. Oui, après, c'est vrai que il y a déjà eu une certaine fuite parce que là où l'État français il fait n'importe quoi ou rien du tout, il y a d'autres États qui comprennent un peu plus les enjeux et qui essaient d'apporter un cadre un peu plus clair. Et je pense qu'on anticipe tous un peu. Moi, je parle souvent de l'exemple de Dailymotion. C'est un peu un raccourci, mais Dailymotion qui s'est fait littéralement assassiner par la régulation française, en fait, qui aurait pu être un beau projet, que maintenant est devenu une sorte de plateforme de seconde zone assez marginale. Et on a laissé un boulevard à YouTube. Et là où c'est marrant, c'est qu'encore une fois, leur absence de compréhension est complètement absurde sur le long terme. Parce que je vous rappelle que maintenant, on a le ministère de la Culture via les crédits CNC, bon, je ne suis pas un pro des youtubeurs, mais qui littéralement donne de l'argent à des Français pour qu'ils produisent du contenu sur YouTube. C'est dommage, non? Ça aurait pu être sur Dailymotion, tout ça. Ou un autre. Mais je veux dire, voilà, c'est comme on n'a vraiment pas de vision long terme et pas de compréhension de ce qui se passe au niveau numérique, on obtient des politiques complètement absurdes au niveau numérique. C'est dommage. C'est pas étonnant. Et oui, ça a tendance à faire fuir les acteurs français. T'as suivi la sortie du stablecoin euro là par Casino? Non? Quoi? Casino. Le groupe Casino, ouais. On lui apprend la news. Ah oui. T'as pas suivi? Ah vas-y, mets la liste, j'ai arrêté de partager mon écran. Ouais, je la retrouve sur mon écran, je mets quoi Casino, c'était plus long, si ça m'intéresse. Tu peux la taper Cryptost à la fin de ta recherche. Allez.
Désolé, je suis en AZERTY, là, je sais pas l'habitude. Alors, ah ouais. Casino qui lance son stablecoin. Oh là là Il là y a là. peut-être beaucoup de gens dans le chat, sur le live qui vont découvrir ça. Mais c'est pas une blague, hein, c'est vrai. C'est pas une blague, ouais. Clément, Alors, toi qui l'as écrit, est-ce que tu peux le synthétiser? Ouais, vas-y, Clément. En gros, pour le synthétiser, hier soir, tu À as 19h, tu allais te coucher. ouais, assez tard, le groupe Casino et beaucoup d'entreprises françaises qui sont en collaboration avec ce projet. Donc, commission de 1,49%. ouais, C'est c'est énorme. En gras dans l'article. En gros, Pardon. Vas-y. non, t'inquiète, vas-y. Je te laisse. Non, c'est bon, j'ai Pour juste faire cité dessus, très mais je te laisse vite, faire. le groupe Casino a créé, en partenariat avec beaucoup d'entreprises, une start-up qui va émettre un stablecoin adossé à l'euro. Donc c'est une première en France. Pour le moment, il y a très très peu de cas d'utilisation. C'est uniquement réservé sur la plateforme CoinHouse, sur laquelle vous pouvez acheter ces tokens-là. Les frais sont assez énormes, comme l'a dit Brice. Les cas d'utilisation sont moindres pour le moment, mais c'est un projet assez intéressant basé sur Tezos, qu'il faudra regarder quand même. Blockchain Tezos. Tezos. Oh mon dieu, mais d'accord. Mais- Alors les gars, ils ont réussi à faire le jackpot. Ah, C'est sur Tezos. Je leur en ai Ils parlé. mettent un frais d'usure Ils et ont- ils font ça avec des fonds dans un compte à la Société Générale. ah, Là, c'est pou pou pou. j'en ai parlé, ils ont fait un live ce matin, je leur ai posé la question s'ils prévoyaient de se déployer sur d'autres blockchains et ça n'a pas l'air d'être au programme du tout pour le moment. C'est désespérant. Mais bon, en même temps, c'est pas sympa qu'il y ait de l'intérêt, tu vois. Mais c'est un peu dommage que bah, il soit un peu parti en freestyle en route, quoi. Mais ils y arriveront un jour à leur bonne conclusion. Je pense que ça va leur prendre un peu de temps. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu frustrant de voir que, bah, encore une fois, comme l'acteur public en général ne se renseigne pas, ne s'informe pas. Bon, là, c'est pas un acteur public en l'occurrence, mais c'est un peu la même chose des grandes institutions. Bah, ils finissent à faire des trucs un peu. Je sais pas si vous vous souvenez un peu des private chains sur Ethereum. Il y a les Quorum et les Corda et tout ça il y a quelques années. Où ça allait être le futur de la logistique, de la machin, de la pharmacie, du dossier médical, tout ça. Bon, voilà quoi. Ouais, Et on avait des grands acteurs qui bossaient dessus. Hein. Et j'adore. Il y a un gars dans le chat Punchy Golf, d'ailleurs, tu m'as suivi, ça fait plaisir. Il dit stablecoin sur Minitel. Bah ouais, c'est à peu près ça. C'est surtout quand tu vois que c'est groupe Casino derrière, ça enlève un petit peu de sa superbe du truc, quoi. Non, mais j'avoue, là, le combo groupe Casino, frais 1,49%, et après, compte hébergé par la Société Générale, audité mensuellement par PFW France et Maghreb. Bon, bah, en fait, c'est des points fidélité, quoi. C'est des points de fidélité, mais c'est surtout, t'as rien compris de la logique de ce qui se passait là. Quand tu nous fais un truc qui correspond à la même chose. En fait, j'ai envie de dire, c'est du. Tu vois, c'est ça. Ça passe sur une blockchain, mais la logique n'a pas changé. Bon, si c'est pour faire la même chose qu'avant, mais sur une blockchain, ça va juste te coûter plus d'argent. Hein. Mais une base de données, un serveur centralisé, ça ira plus vite. C'est pour continuer un peu sur tout à l'heure, tu étais sur Harvest, tu avais ouvert Harvest là, sur ton écran, Brice. Je ne sais pas ce que tu voulais nous montrer, peut-être que tu as quelque chose à nous montrer. Moi, j'avais deux. Comme ça, un peu. Ouais, voir un peu les vols carrément. Et moi, j'avais deux questions sur AAV. La première, c'était de te faire réagir sur une news qui est arrivée récemment, qui est l'intégration d'un AMM issu Maintenant, on peut mettre des LP en collab. Tu veux nous en dire un peu plus? Et la deuxième question, qui est un risque un peu plus systémique. Dans la mesure où demain il y a un problème avec AAV par exemple ou Compound, comment ça peut se répercuter? C'est très complexe comme question, mais comment ça pourrait se répercuter sur d'autres protocoles derrière qui pourraient faire un effondrement en chaîne et mettre un gros coup derrière la DeFi, ou est-ce que c'est cloisonné un peu comme dans les bateaux, dès qu'il y a une fuite, boum, il y a un truc qui tombe et ça s'arrête là? Comment ça fonctionne? À ce niveau-là, j'avais écrit un article pour aider les gens un peu à comprendre le risque. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais sur mon blog, vous trouverez une ressource qui est vraiment très structurée et claire, qui vous fait un tour de quel type de risque on parle, parce que là, on n'aura pas le temps, 5 minutes, d'expliquer concrètement. Donc, si je comprends bien, ta question, c'est plus sur l'effet un peu domino, disons. Ouais. S'il commence à y avoir un défaut majeur quelque part, est-ce que ça peut se propager? Ça dépend déjà. Par exemple, un système comme AV est quand même déjà très bien sécurisé, mais a aussi lui-même son propre module d'assurance. Donc ça, déjà, ça peut permettre de compenser les différentes pertes. Après, c'est vrai que sur il y a les fameux scénarios qu'on appelle Black Swan, qui existent tout à fait aussi d'ailleurs en finance classique, et qui ne sont pas non plus à une probabilité de 0 en DeFi. Après, il faut savoir de quoi on parle et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Là, c'est un peu dur, tu vois.
de le traiter dans un gros paquet comme ça, quoi. Je redirige aussi vers ton live du coup que tu avais fait, comme sur 2 vidéos, je redirige. Sur celle qu'on a fait ensemble, où déjà on parle effectivement des risques systémiques, et aussi et surtout sur la vidéo, le live que tu as fait avec Alex, qui est l'actuaire de AAV, qui justement gère tous ces risques-là, de savoir comment on anticipe ou en tout cas comment on s'adapte à ces risques-là. Très intéressant. C'est sur ton... Est-ce que c'est toujours... Non, c'était sur YouTube à l'époque, hein, c'est ça, hein. C'est sur YouTube, ouais. Sur le YouTube DeFi France, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur mettre un petit lien dans le chat aussi, il y a des trucs sympas. Je vais envoyer ça. Super. Et oui, il y avait ta petite question sur les Là, le nouveau tokens. AM qui est arrivé, ouais. AMM, pardon. Ouais, alors ça, c'est assez intéressant puisque c'est donc les tokens qui correspondent à des apports de liquidité qui deviennent utilisables comme collatéral. Là, vous avez par exemple, on va prendre une paire que tout le monde connaît bien. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Bitcoin, c'est peut-être un peu plus simple. Donc là, c'est une paire qui correspond à du wrap Bitcoin USDC sur Uniswap, mais que vous pouvez en même temps déposer sur Aave pour l'utiliser comme garantie pour après emprunter tout un tas de types d'actifs. Donc là, vous voyez que vous pouvez emprunter environ 60% de la valeur en dollars de cet actif-là, et vous allez pouvoir emprunter notamment des stablecoins, de l'Ether, mais voilà, ça peut permettre de faire des choses assez intéressantes. Et là où c'est assez fascinant, c'est qu'en fait, c'est vraiment une question de composabilité, en fait, au fond. C'est-à-dire qu'on a des plateformes qui permettent de faire des emprunts depuis des tokens de ce type-là, depuis quelques mois déjà. Mais elles ont tendance à être assez, disons, ségrégées. Voilà, il y a Maker qui vous propose sur quelques paires, il y a quelques paires sur Cream et ainsi de suite. Mais là, la vision, c'est vraiment qu'à terme, bon, là, pour l'instant, c'est Uniswap et Balancer, mais il ne se cache pas qu'il y en a d'autres de prévus. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir, en gros, avoir les tokens LP de tous les principaux DEX au même endroit. Et là, ça devient intéressant de pouvoir, en gros, au niveau de l'arbitrage déjà, mais aussi pour les plus aventureux d'entre vous, ben en fait, concrètement, rajouter un niveau de retour sur votre stratégie, quoi. Puisque là où il y avait avant juste l'apport de liquidité, donc premier niveau avec les commissions, potentiellement du farming de tokens, si c'est par exemple une paire comme BAL Rapis, ben maintenant vous pouvez aussi utiliser cette paire comme collatéral pour emprunter des stablecoins qui vont après aller farmer quelque part et vous faire un autre tour. Ouais. Ou alors leverager la position. Ça, c'est vrai que c'est très populaire. Par exemple, je pense à un service là. Exactement. Ouais, c'est bien, tu connais bien. Alpha Omora qui vous propose de faire ça un peu en tout en un, c'est-à-dire vous arrivez et c'est là. Ouais, non, c'est là. D'ailleurs, il y a une paire stable qui vient d'arriver sur Alpha Omora ou qui va arriver, non? Il y avait la Threepool déjà depuis un petit bout de temps. Attends, je vais prendre leur Alpha. Oh putain, c'est vrai qu'ils sont sur BSC maintenant aussi. Ça, c'est la date. J'ai vu un petit logo. Voilà, ils sont sur BSC, ils ont osé. Et donc là, c'est exactement ce que je vous décrivais, cette idée de l'apport de liquidité leveragé, quoi. Donc, vous allez déposer de la liquidité sur une paire donnée, mais le faire avec un certain niveau de leverage qui peut aller jusqu'à x2,5, je crois. Ah, zut, c'est la V1, ça. C'est la V1. Elle est où la V2? Elle est là. La V1, c'est un peu moins intéressant. La V2, il y a des trucs un peu plus stylés. Ils ont poussé la logique un peu plus loin. Ils n'ont toujours pas beaucoup de paires. Mais là, vous voyez, par exemple, donc, la fameuse Threepool, qui est donc une pool de stablecoin sur Curve, où, en fait, vous pouvez aller... Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer, là, j'ai rien en boîte, celui-là. Mais vous allez pouvoir aller la farmer avec un leverage, je crois, de fois 2,5. Et ça se passe grâce à un système qu'ils ont avec une intégration CRIM. Je vous invite à vous renseigner très fortement sur les risques liés à CRIM parce qu'ils sont d'une certaine sorte un peu mutualisés, même si là vous êtes emprunteur, c'est pas aussi dangereux. Et oui, vous pouvez aussi tout simplement utiliser le service dans l'autre sens, c'est-à-dire être celui qui prête vos stablecoins pour des taux plus ou moins intéressants. Mais là encore, ça vient avec des risques qu'il faut comprendre avant de se lancer. L'idée, c'est quoi? Par exemple, j'ai 10 000 DAI, je peux en positionner 2,5 fois plus, et c'est Alpha Omora qui fait tout. C'est ça, toi, tu vas arriver avec tes 10 000 DAI et tu vas pouvoir en quelques clics déployer une position pareille. Après, voilà, il faut être conscient que sur un leverage, bon là, c'est sur du DAI, donc a priori, si tu farmes la Threepool, a priori, hein, parce que les stablecoins, ça peut faire des choses marrantes. Comment dire? C'est pas un risque énorme. Mais après, vous voyez, les autres paires, c'est des trucs plus volatiles, Uni-IS, Sushi-IS, ou alors ce paire USDC. Là, il peut y avoir des risques plus conséquents aussi. Est-ce Des variations de prix qui peuvent entraîner des liquidations.
comme toute stratégie qui est à l'emprunt. Est-ce que ce leverage, du coup, il y a un risque également comme sur les plateformes centralisées, je veux dire, quand tu fais du leverage sur Binance, par exemple, alors c'est totalement différent, ça te met juste l'aspect positif de la chose, ou tu as aussi un retour du bâton derrière. Dans quel sens le retour du bâton, tu veux Je dire? veux dire, en gros, s'il a expliqué, par exemple, tu poses 10 000, si tu as un leverage 2,5, ça fait comme si, ça fait en sorte comme quoi tu as 25 000 euros. Ouais. Imaginons. Est-ce que tu as des risques liés à cette Ah, mais bien option-là, sûr. au leverage en lui-même? Ah. Même avec les Yeah. stablecoins, du coup. Ah oui, il reste des risques même avec les stables, notamment juste les risques des smart contracts qui t'assurent tout ça, les risques des tokens contracts impliqués dans l'histoire, des tokens impliqués dans l'histoire. Voilà, après, on a déjà vu un peu. Ouais, c'est important ce que disait Tulip dans le chat. Dans un vault, il n'y a pas de liquidation. Donc, ceux qui ont peur de la liquidation, je commence vraiment à commencer par ça. Donc, pardon. Au niveau de. Les risques à ce niveau-là sont assez complexes au final. Parce que là, on est dans un système, par exemple, tu vas emprunter under collateralize à un autre. Donc, c'est plus les mécaniques et les mêmes garanties que d'habitude. Et on a déjà vu certaines limitations de ça, disons, où en fait, il y a eu à un moment donné un petit trou dans la caisse que Alpha se retrouve à rembourser. Bon, ils ont tout un plan et tout ça, mais voilà, ça s'est déjà manifesté. A priori, le token et le service s'en est remis, mais le trou était un beau petit trou, mais pas un trou massif, quoi. À voir après si ce genre de situation se reproduit sur un truc qui représente un trou dans la caisse plus conséquent. Okay. Je leur souhaite pas, en tout cas, je pense qu'ils ont compris, quoi. Et là, pareil, sur la V1, vous avez un peu plus de paires, dans une logique toujours pareille, où vous allez pouvoir... vous voyez, là, ça dépend des paires. Certaines, elles sont juste en dépôt simple. D'autres, ça peut aller jusqu'à 1,75 ou un peu plus. Certaines, 2,5 sur les plus grosses paires, où c'est un peu moins dangereux, quoi, disons. Ça marche. On fait encore une ou deux questions, et puis après, je vois que leur tourne. Brice, toi aussi, tu as fait un live juste avant, tu dois être un peu fatigué. Ouais. Après, il est sur on parle de DeFi, tu peux faire toute la nuit. Hein. Il enchaîne, Brice, après. Mais je sais pas si vous aviez encore une question, les gars. Peut-être sur les institutionnels. On va en prendre quelques-unes dans le chat aussi. Mais allez, une dans le chat, et puis... Ouais. Il nous en restait deux de chez nous, qu'on avait anticipé. Et la première étant, Brice, est-ce qu'il y a déjà des gros instituts dans la partie, notamment en français, ou est-ce qu'ils ont encore peur des hacks? À ma connaissance, je ne crois pas, non. Après, ça commence tranquillement. On a vu un peu toutes les boîtes qui annoncent qu'elles mettent du Bitcoin de l'IS à leur balance, qu'elles achètent en gros du Bitcoin et de l'Ether. Est-ce qu'il y a des acteurs institutionnels déjà en France? Franchement, ça m'étonnerait. Même aux États-Unis ou autre, ça commence à peine. Oui, après, voilà, le coup des instituts qui arrivent, on entend la chanson depuis un petit bout de temps. Mais c'est vrai que là, on est quand même dans une phase, disons, un peu plus mature à ce niveau-là. Mais les instituts, c'est des instituts, quoi. Donc, ils y vont à la vitesse d'un institut. Donc, voilà, ils achètent du Bitcoin, de l'Ether, là, pour les pionniers cette année. Peut-être que l'année prochaine, les plus pionniers les mettront dans la DeFi pendant qu'une partie plus conséquente des instituts commence à acheter du Bitcoin et de l'Ether. Et avant que vous retrouviez un institut vraiment en train de sérieusement déployer du capital, je ne sais pas, même dans un truc comme Yearn ou autre, ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense. Mais ouais, bon, leur allure est tant mieux. Ils ont leur propre process pour gérer le risque et comment dire, découvrir progressivement ce monde-là. En tout cas, je pense qu'il y a clairement un intérêt. Là, ça, je peux vous en parler. Par exemple, en début d'année, avec Arthur, le co-créateur de DeFi France, on présentait la finance décentralisée devant la BNP. C'était leur sorte de journée innovation, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Donc voilà, il y avait de l'intérêt. Mais après, moi, ce qui m'a fait bien rire, c'est que un mois plus tard, je reçois un message d'un gars d'une autre sous-branche de la BNP. Ah, coucou, Brice, c'est top ce que tu fais. Viens nous présenter la DeFi, quoi. Et moi, je dis, ah, mais attends, ils t'ont pas dit, là, tes collègues voisins? Et non, ça communique pas du tout entre les services. C'est ça dans les grandes boîtes. C'est une histoire assez marrante. Et la question, on termine, question pour Cryptos, la question qui revient toujours, c'est comment c'est possible d'avoir des retours sur investissement aussi importants, d'où viennent les gains, qui empruntent à des taux aussi délirants, et voilà, si on peut gagner autant, c'est bien qu'il y a des perdants quelque part, et si les rendements sont aussi élevés, c'est que quelqu'un doit bien perdre son argent quelque part, non?
Alors, déjà, là, moi, je tiens à adresser une chose à ce niveau-là qu'il faut bien comprendre. Hein. Quand vous mettez de l'argent à la banque et vous faites votre 0,5% sur votre livret A, pourquoi c'est que 0,5%? Parce que la banque, avec cet argent, elle fait un retour bien plus conséquent et elle vous donne les miettes, en très, très bref. Donc là, il faut déjà avoir à l'idée que ce taux de base auquel on a été habitué, c'est les miettes. Okay, on a été habitué à manger les miettes. Ça ne veut pas dire que tous les repas sont constitués de miettes. Ça, c'est la première chose. Après, les taux, ils ne sont pas non plus si délirants que ça. Bon, là, par exemple, sur AB, on a un peu une situation de liquidity crunch, comme ils disent, où bah, voilà, vous posez du DAI sur AV au taux actuel, ça fait 11 ou 12% de rendement par an. Ou alors sur Yearn, que j'ai là, voilà, vous pouvez voir des taux, l'USDC. Donc ça, c'est un Volt, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui, donc ça, c'est ils mettent plus l'échelle temporelle, mais je crois qu'on est sur la performance à l'année, mais sur le mois dernier, ou un truc comme ça. On peut avoir des 25, des 30%, des choses comme ça. Mais parce qu'on est encore dans une industrie assez jeune aussi, il y a plein de manières assez intéressantes de produire un retour. Après, il faut se rendre compte que ces taux qui peuvent vous sembler assez fous d'emprunt, bon là, ils sont particulièrement élevés. Mais voilà, il y a des gens qui empruntent des stablecoins à 9, 10, 12, 15%. Il faut se rendre compte que ces taux sont annuels. Okay, donc, si moi, par exemple, j'ai du Bitcoin, et que je n'ai pas de capital disponible, mais là, que j'ai envie d'investir dans un petit shitcoin, je sais qu'il est chaud, là, il va pump x3 dans les prochains jours. Je sais pas, je crois vraiment, c'est mon ticket gagnant. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre des bitcoins sur AV, aller emprunter mes DAI, même à 30% taux annuel, je m'en fous, parce que c'est pour 3 semaines, 3 jours, ou quelque chose comme ça. Acheter mon petit shitcoin, le laisser faire son x3, s'il fait son x3 et que j'avais raison, et puis le dumper et rembourser mon prêt. Et au final, le prêt ne m'aura pas coûté grand-chose, même sur un taux de 30% annuel. Parce que j'aurais maintenu le prêt effectif une semaine. Donc ça aussi, il faut avoir ça en tête. Là, je vous parle vraiment des whales, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, le petit porteur, il ne va pas faire ça. Et faites pas ça, les enfants, chez vous. Hein. Pas à faire à la maison. Là, je vous parle vraiment, voilà, SBF qui va faire un short. Lui, il s'en fout un peu du taux si son short, il veut le maintenir que 2 semaines, quoi. Donc, il y a déjà ce niveau-là. Après, donc, le côté 1, les miettes. Et là, on a moins les miettes. 2, l'efficacité supérieure de notre système, aussi simplement que ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, il faut se rendre compte que pour faire la moindre chose, vous allez mobiliser une quantité d'acteurs impressionnante, une quantité de paperasse impressionnante, des intermédiaires à tous les niveaux, où chacun prend une commission, une complexité, du temps, ainsi de suite. Alors que là, vous pouvez arriver avec 5 bitcoins sur AV, donc ça fait quoi ça, je sais pas, 250 000, 300 000 $, et emprunter littéralement 120 000 $ comme ça. Et hop, vous sortez avec vos 120 000 $. On n'a pas demandé qui vous étiez, blablabla, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a une forme, ça se traduit à un moment donné d'une manière ou d'une autre, cette surefficacité, disons, par rapport à la finance classique. C'est aussi un des bénéfices de la désintermédiation. Donc personne perd. C'est juste qu'on enlève les intermédiaires. C'est plutôt pour toi, c'est plutôt l'esprit d'enlever les intermédiaires qui fait qu'on a plus de gains. Perd, ouais. Je sais pas, c'est pas simple que ça, bien sûr. Après, il y a comme dans tous les nouveaux mondes, il y a un peu de tout. Mais je pense qu'il faut vraiment, voilà, moi, les gens qui disent, oh ouais, les 10, 15%, 20% sur les stables, ça ne durera pas. Bah écoute, voilà, je vais te dire comme ça fait 2 ans qu'on me dit ça, allez, peut-être 18 mois, ben moi, ça fait 18 mois que je les trouve, hein, minimum. Donc, et je pense que ça continuera. Et je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie. Là, on parle de déposer des USDC dans un vault Yearn sur USDC, ça vous fait 15%. Bon, alors peut-être que dans 2 ans ou 5 ans, quand tu auras le mainstream, ça ne sera plus le cas aussi simplement. Peut-être que le taux one click, disons, le taux comme ça, en temps clac, 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 ça sera jusque 5%. Mais ça sera encore 5%, soit 10 fois le livret A. Bon, là, je sais pas, c'est pas contractuel ce que je vous donne là, hein, mais il y aura toujours un facteur par rapport au livret A. Parce que le livret A, c'est du foutage de gueule en règle organisée. Et il n'y aura rien qu'une concurrence entre les différents protocoles, ce qu'on n'a pas avec la banque. La banque, elle nous sert ce qu'elle veut, c'est valider avec l'État, et voilà. On a le taux unique et c'est tout. Je vais laisser prendre une dernière question. Et juste avant, je voulais juste... Ouais, excuse-moi. Je coupe juste une petite seconde pour remercier Cryptologic pour son raid qui a envoyé 80 personnes, donc bienvenue à tous. Malheureusement, on va bientôt couper le live parce qu'on a déjà commencé il y a plus d'1h30. On ira raid quelqu'un d'autre. Trouvez-nous une chaîne à raid, une chaîne de quelqu'un de sympathique. On relance un live, on te rebalance les viewers. Allez, renvoie-les, hop là. Sinon, bon, c'est pas live, mais sur ma chaîne Twitch, vous retrouverez les vidéos DeFi des derniers jours. Et si vous avez aimé un peu là où on est parti, il y aura de quoi vous nourrir pour plusieurs heures. Ouais, je vous drop le lien. Tu peux drop le lien. Juste avant que Clément te pose une ou deux questions du chat,
Je voulais avoir ta vision et ton avis. Je sais qu'elle est positive, ta vision, sur Unslash Finance, une assurance DeFi. Ça chie ses propres projets. Page. C'est Marwan qui est à l'initiative de cette, Merci Robin pour de le- cette le- assurance-là. Qu'est-ce que tu en penses? Que ça peut être là pour le coup une bonne alternative future de se dire, bon, effectivement, là j'ai 8% sur un truc assez safe, ben, je vais peut-être monter à 80% en prenant une assurance sur Unslash ou ailleurs. Est-ce que ça peut être aussi intéressant? Et plus globalement, qu'est-ce que tu penses d'Unslash et des assurances DeFi? Ouais, alors les assurances, c'est une thématique assez intéressante parce que parce qu'il y a plusieurs manières de s'y attaquer. On parlait tout à l'heure d'AV, où par exemple, eux, ils ont quand même construit en fait, en quelque sorte, leur propre backstop. C'était un peu dur d'appeler ça une assurance, mais ça remplit un peu une fonction similaire au niveau du protocole même, par rapport en utilisant en gros la valeur économique de leur propre token. Donc c'est une manière de faire. Après, c'est vrai que la plupart des projets n'ont pas la capacité de vision stratégique, de planification et d'exécution d'un projet comme AV. Et donc, ils ont besoin de services externes pour proposer des formes d'assurance, que ce soit contre les risques techniques ou d'autres. Et à ce niveau-là, j'aime assez l'approche d'Unslash, en effet, parce qu'elle elle a le mérite d'aller plus loin que ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'est concentré sur les risques techniques qui existent, sont réels, mais il y a tout un tas d'autres risques qui sont là dans l'espace, les risques de custodian, les risques de perte de PEG sur les stablecoins, pour ne citer que. Et Unslash a donc été le pionnier en la matière qui a innové en termes de diversifier un peu les types d'assurance qu'on propose. Donc à ce niveau-là, il y a des choses pertinentes. Et en effet, voilà, je pense que ma sympathie pour le projet vient aussi du fait que tout simplement, je suis de très près ce que font Go Franchise. Et un gars comme Marwan a été un contributeur depuis les premiers jours de DeFi France. Donc forcément, quand il débarque avec un projet, j'ai regardé ça de près. Mais je veux dire, ça va au-delà de ma sympathie pour Marwan, mon intérêt pour Unslash. Ouais, il y a 80 000 Ethers, je crois, qui sont positionnés dessus, sur le protocole presque. Donc ça fait une belle couverture aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et c'est pas totalement lancé encore. C'est pas encore complètement accessible au public, je crois. Ouais, c'est ça, il faut toujours un invite code, mais ça devrait plus tarder maintenant. Je crois que c'est à la fin de la prochaine époque, d'ici quelques semaines. Et bon, à la rigueur, si vous avez envie de tester, vous avez des Ethers à déposer ou autre, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je crois qu'il me reste quelques codes encore, je pourrais vous aider. Et sinon, même sur DeFi France ou autre, il y a des gens qui nous fourniront des codes. Question du chat, Clément, on finit avec ça. Qu'est-ce qu'on a comme question? On t'entend pas, chef. Merci. Je regardais par rapport à quelqu'un qui parlait du hack chez AV, ils vont se faire niquer aussi sur leur assurance, tout ça. Mais bon, on a déjà un peu répondu avec Unsplash. Je pense qu'à AV, faut pas oublier que c'est quand même l'un des protocoles les plus solides. Hein. Token Breeze, il pourra le confirmer. Là, en termes de landing, c'est le plus solide, sans contestation possible, avec une observation objective des marchés monétaires. Je vous invite à lire mon article. Voilà. Bon. Après, c'est vrai que c'est encore mal compris le risque à ce niveau-là. C'est ça qui me frustre. C'est pour ça que j'avais écrit cet article aussi. Parce que il y a quand même encore des gens pour vous dire que Compound, c'est plus safe ou des choses comme ça, alors qu'ils n'ont pas de module d'assurance, qu'ils se sont fait défoncer leurs orages, et ainsi de suite. Du coup, on raid Moustaki ou Draxbug? Qui est Parlons sérieux. Qui est Draxbug? Attends, je vais voir quand même. Alors, Moustaki, c'est l'ami de quelqu'un qui joue à un jeu vidéo d'armes à feu. Je ne sais pas quel est le jeu. Et Draxbug, c'est quelqu'un qui parle de crypto. Discussion sur le Bitcoin et les cryptos. Analyse technique, le pump déjà terminé pour l'interrogation. Ah, est-ce que c'est pas plus intéressant d'en renvoyer quand même vers du contenu crypto? C'est Brice qui va choisir, tiens. Vas-y, Brice, choisis. Oh là là. Et il y a aussi Supral34, on lui dit. Ça va nous envoyer dans des trucs sombres. Supral, il joue à Call of. 62 personnes. Ouais. Non, on peut envoyer sur les cryptos. Regardez des gens qui jouent à Call of, moi j'ai jamais trop. Désolé, mais déjà les gens qui jouent à Call of, c'est quelque chose. Mais regardez les gens qui jouent à Call of. Jouer à Battlefield. Alors, on choisit qui? Drax? Quand même, moi je suis plus pour Drax, hein, personnellement, vu qu'il fait de la Sur crypto. des cryptos, ouais, je sais pas trop ce qu'il fait, mais pourquoi pas. Mais sinon, allez faire de la DeFi. Si tu nous trouves un streamer DeFi. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais on y arrive. Après, on a besoin de live en permanence. Allez voir les vidéos qui existent. Avant d'aller raid quelqu'un, peut-être, Brice, le mot de la fin pour toi. 3 protocoles DeFi qu'il faut avoir sous les yeux. Bon, là, c'est assez simple au fond. Hein. Donc, je pense que ceux qui ont suivi la discussion comprennent que AV, c'est un marché monétaire très pertinent.
On est très nombreux à le suivre de près dans l'industrie, parce qu'ils ont innové à plein de niveaux, qu'ils continuent d'innover encore, mais qu'ils le font d'une manière prudente et, et pertinente. Après c'est des questions de vraiment presque préférence personnelle à ce niveau-là. Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'approche de Curve. C'est aussi pour ça que j'ai fait un marathon dessus il n'y a pas si longtemps, parce que je trouve que c'est aussi au niveau du design du token, donc de la fameuse tokenomics, c'est pour moi toujours la plus violente de l'espace, sachant qu'elle est quand même déjà sortie un petit bout de temps. La mieux alignée, la plus pertinente en termes de s'assurer que les intérêts du protocole, voilà, d'aligner les intérêts de tout le monde sur l'intérêt du protocole, tu vois. Donc, tu as les apporteurs de liquidité, les holders de service, et tout ça, d'une certaine manière, ils servaient le protocole. Et ça, c'est très bien foutu, parce que c'est pour ça qu'on fait des tokenomics à la base, c'est pour aligner les intérêts. Un troisième, en soi, les gars, tout ça, c'est construit sur quoi? Sur la BSC, je crois. et pour finir, un petit bet. Brice, vous aviez fait un article là-dessus à l'époque avec sur que j'ai pas de bêtises avec sur j'allais oublier le nom, Bankless, voilà. Merci Laurent. Et oui, la newsletter Bankless. Voilà, Bankless France. Un petit bet à mettre sur donc un pari sur le prochain protocole qui pourrait faire un airdrop, et puis on terminera là-dessus. Il y en a. En fait, moi, je dirais, prenez plutôt la méthode d'analyse, parce qu'encore une fois, sinon, vous allez faire confiance sur un gars comme moi qui va vous dire peut-être que ci ou ça. Bon, il y en a qui étaient évidents. Par exemple, j'avais insisté énormément pour que les gens mettent de l'argent et essayent un peu Pool Together si vous essayez la DeFi, parce qu'il y avait 99% de probabilité qu'il y ait un airdrop de pool. Ce qui s'est passé, et au final, tous les joueurs de cette loterie ont gagné. Mais maintenant, moi, je vous dirais tout simplement, prenez la logique dans l'autre sens. Allez voir les protocoles DeFi qui ont pas mal de valeurs déposées ou pas mal d'utilisation d'une manière ou d'une autre, et qui n'ont pas encore de token. Et d'ailleurs, pas que les protocoles DeFi. On a parlé de différents services sur les NFT ce soir, par exemple. Il y a Rari qui a son token, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore leur token. Ça peut être aussi des choses à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment plus cette logique-là. Parce que si vous voulez un token qui vaut quelque chose, mieux vaut qu'il soit adossé à une plateforme qui a déjà un certain niveau d'utilisation, un certain volume, quoi. Après, si c'est pour ramasser un token que vous allez payer $30 de gaz pour claimer un truc, vous allez dumper en fast et peut-être ramasser, sortir avec l'équivalent de $100. Parce que ça vaut le coup de se stresser pour ça. Voilà, donc plutôt une analyse de prendre le temps de faire l'analyse, regardez, faites la corrélation, quoi. Ok, les plateformes avec les plus gros volumes, les plus gros values log, vous descendez, est-ce qu'elle a un token, est-ce qu'elle n'a pas un token, est-ce qu'elle a un token, est-ce qu'elle n'a pas un token, vous allez trouver des choses assez évidentes. Voilà, si vous voulez jouer à ce jeu-là, c'est une très bonne idée. Ça marche. C'était John que j'ai cherché le nom, que j'ai cherché avec John. Bankless, l'avait écrit avec John voilà. sur Bankless France. Ok. Merci. C'est vrai qu'il y avait un article clairement là-dessus sur Bankless France, carrément. On avait fait ça. Vous avez quelques pistes là-dedans aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et allez voir la newsletter Bankless France en général. Elle vous apportera de nombreuses références pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Ça marche. Merci Brice. Merci d'être venu sur la chaîne de Cryptost, d'avoir répondu à la question. Avec plaisir, merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce live. On va donc raid maintenant quelqu'un qui fait des cryptos et qui a une quinzaine de viewers. C'est Drax. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, un peu partout. Retrouvez et Brice aussi sur le site crypto.fr pour des articles d'actu. Et vous pouvez retrouver Brice aussi. Il y a ses réseaux qui passent dans le chat de façon automatique depuis tout à l'heure. C'est tokenbrice.xyz le blog, et tu as également Twitter et tokenbrice partout. Ouais. Sur Telegram, DeFi France, le groupe Telegram. Et sur Twitch, bien sûr. Et la chaîne Twitch maintenant, sur laquelle tu es très actif. Et la chaîne Twitch. Ouais, très actif. Il allait nous lâcher quelque chose là. Non. Alors après, moi, les tokens sociaux, pour être honnête, je trouve qu'ils sont assez limités jusqu'à présent. Il y en a quelques-uns où j'aime bien le concept, mais voilà. Moi, si c'est pour faire un truc sur Roll, on va me prendre 15% de mon surplay et faire un truc en mode coucou, ça porte mon nom, mais ça sert pas à grand-chose, non. Par contre, si un jour je peux faire un truc vraiment pertinent, je le ferai, mais voilà, pour l'instant, j'ai d'autres points d'intérêt. Tu veux pas faire ton propre token comme Julien a fait le sien, le Brice? Ouais, c'est ça, les tokens sociaux, c'est ça dont on parlait au final. Je disais,
je suis pas encore convaincu que j'ai pas encore trouvé un modèle extrêmement pertinent. Donc, tant que j'ai pas quelque chose qui fait vraiment du sens, il y aura rien et c'est possible qu'il n'y ait jamais rien. Il n'y a pas besoin d'avoir un token pour tout. Ok. Carrément. Bah, merci Brice en tout cas. Merci Et Brice. bonne soirée à plaisir. tous. Merci Bonne de nous soirée à avoir tous. suivis.